Salut à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 16 avril 2017, c'est le dimanche de Pâques, demain c'est férié, et ça c'est cool, mais nous on continue à bosser évidemment, ça vous le savez. Mais tout ça pour dire qu'il est 15 h très exactement et qu'on va commenter le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, en direct à partir de incessamment sous peu. Voilà, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver, on est dimanche, j'espère que vous profitez du chocolat, du beau temps, de vos familles, tout ça, mais que vous n'oubliez pas que dans une semaine pile poil, eh ben, il y a quelques millions de personnes, quelques dizaines de millions de citoyens qui vont aller voter. Peut-être vous, peut-être pas vous, j'en sais rien, je m'en fous. Mais qui vont aller voter peut-être pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, qu'on va écouter aujourd'hui. De la même manière que hier, on a écouté Marine Le Pen qui réunissait ses soutiens à Perpignan. Voilà, c'est la semaine du Sud. Toulouse, il y a plein d'autres... Oui, mais c'est ça, attends, parce que... Non, c'était à Pau que Macron avait fait son meeting. Il y a qui d'autre comme candidat qui faisait meeting à Toulouse? Il y en a plein. Bref, qui d'autre? Fillon? Mais oui, on n'a pas eu le flux, on n'a pas pu le commenter. Voilà, bah, on aurait voulu vous présenter Fillon à Toulouse. En plus, c'est cool, on aime bien faire quand il y a deux meetings de deux candidats différents dans la même ville. C'est intéressant d'avoir la... Enfin voilà, le fait qu'ils soient au même endroit, c'est intéressant. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et à tous. Salut Mental Live, salut Nico, salut Molière, salut Lynn, salut Magic Tofu, salut McLodan, salut Sada, salut Sir John, salut Gultic, salut Arcturus, salut Pélo des Forêts. Salut Arstus, salut Astur, pardon, salut Kappa, salut Davis, salut Nanou, salut Daybreg, salut Telkester. C'est cool, il y a plein de nouveaux, ça fait plaisir. Comment ça va les nouveaux? Ça va, vous galérez pas trop? Vous comprenez à peu près comment ça marche, Acropolis, tout ça? À partir de incessamment sous peu, c'est effectivement très précis comme tranche horaire, merci Jean. Écoute, je t'en prie, Acropolis, un stream pro, très pro, réalisé par des professionnels, ne tentez pas de reproduire ça chez vous, ou alors avec l'autorisation de vos parents. Tout ça pour dire que Jean-Luc Mélenchon entre dans la dernière ligne droite. Il y a quand même une particularité intéressante avec le candidat Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a réalisé une véritable percée dans les sondages ces derniers jours, percée dans les sondages qui le placerait aux alentours de 20%, ce qui est colossal par rapport à il y a encore quelques semaines où on le mettait au coude à coude avec Benoît Hamon, avec tous les deux 10-15%, un truc comme ça. Mais voilà. Alors attendez, hop, je vais juste couper le son du PC comme ça, on n'aura pas de problème. Tac, c'est fait. Nouveau aux communautés silencieuses. Ah, les viewers de l'ombre, les meilleurs. Les meilleurs. Je n'oublie pas évidemment que l'écrasante majorité des gens qui regardent Acropolis sont des gens qui regardent sans jamais commenter dans le chat. Et ne vous rassurez-vous, enfin rassurez-vous, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, je pense bien à vous. Voilà. D'ailleurs, je fais aussi un gros bisou à celles et à ceux qui regardent en replay parce qu'ils ne peuvent pas être là à l'heure où on commente les meetings. Je le sais bien, je le comprends bien, il n'y a aucun problème. Voilà, on attend que Jean-Luc Mélenchon arrive sur scène, hein, comme d'habitude. Ses militants sont rassemblés, enfin ses militants, ses soutiens sont rassemblés à Toulouse. Toulouse où nous serons pour l'apéropolis le 26 mars. Le 26 juin, ça va être cool. Le 4? Le 24. Le 24 juin. Voilà, donc si vous êtes à Toulouse, si vous êtes à Perpignan, si vous êtes dans le coin, venez à Toulouse, on va picoler, on va rencontrer, on va discuter, ça va être sympa et tout. Ça va être cool. Surtout, n'hésitez pas. Venez sur le Discord d'Acropolis pour qu'on en discute et tout. Mais on vous donnera l'adresse, l'horaire et tout, et comme ça vous viendrez et ce sera cool. Bonjour à tous, bonjour Jean. Un avis sur le débat d'hier chez Ruquier. Je l'ai pas vu. Il s'est passé quoi chez Ruquier hier? Tu sais, moi la télévision, j'ai un peu arrêté. Surtout, j'ai pas le temps en fait. Donc voilà. Vous avez des conseils pour la plage horaire pour aller voter matin, soir, pour ne pas se taper 3 heures de queue? Matin, Lynn. Il y a rien d'autre à dire, hein. Matin. Si tu veux pas te faire chier, vas-y le matin. Ne va surtout pas voter à la dernière minute. Connerie, faut pas le faire. Essaye au maximum d'aller voter. Pareil, ne va pas voter juste avant le déj, parce que tout le monde fait ça. Et dans l'après-midi, c'est full aussi. Après, je sais pas où t'habites, hein, si c'est dans une grande ville, une petite ville, ça dépend, mais voilà. D'ailleurs, c'était rigolo, dans les années 50, il y avait un reportage, mais je crois que vous pouvez le retrouver sur ina.fr, genre France 3 Région à l'époque, tu sais, ça n'existait pas, mais bref, c'est l'ORTF, 50-60, qui va faire un reportage le jour du vote dans un tout petit village chez Père dans les Pyrénées, où genre il y a 8 personnes inscrites sur la liste électorale, tu vois. Et c'est un reportage qui est vachement intéressant parce que ça te montre c'est quoi la démocratie qu'on théorise tous, mais dans un petit village. Et donc tu vois le maire du Patelin avec son petit béret, qui a la grosse clé de la mairie, qui est en fait une espèce de cahute. Et donc il rentre dans la mairie, il ouvre la porte, il place l'urne, tout ça est filmé et tout, et derrière sa table. Et là le journaliste lui dit et les votants, vous les attendez bientôt? Et le maire il dit ah non mais pas du tout, là c'est l'heure de la chasse, hein. Ils sont tous à la chasse, hein. Ils viendront ce soir.
Ah mais vous ouvrez quand même? Ah bah oui, on m'a dit la préfecture m'a dit qu'il fallait ouvrir à 8h, moi j'ouvre à 8h, et tu vois. Et le maire en fait il passe la journée à poireauter dans un bureau de vote, il sait très bien que les 8 votants, que par ailleurs il connaît très bien, hein, c'est les mecs du village, vont pas se pointer avant la fin de la journée de chasse, mais il est quand même là comme un con à attendre. C'est très rigolo. Donc voilà. Il y a eu tous les animateurs de Ruquier qui ont parlé de la présidentielle à ONPC. Ah c'est possible. Hier gros débat entre Polony, moi, Pulvar, Zemmour, Nolo, Caron, plus 2, que j'ai oublié. D'accord. Les anciens chroniqueurs ont donné leur avis, chaque candidat, Zemmour, etc. Ah, ça peut être intéressant ça. Je me rappelle plus qu'Acropolis faisait ce meeting, je m'apprêtais à le regarder sans commentaire, bonne surprise de l'après-midi. Ah bah très bien, super Orcla. Bah j'espère qu'il y a d'autres personnes qui auront le même plaisir que toi de découvrir ce meeting en version commentée. Merci pour vos réponses, je suis dans une ville moyenne, 63 000 habitants. Oh, je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Après je sais pas si tu votes en centre-ville, si tu votes en périphérie. Je sais pas si ton bureau de vote il y a un seul bureau, un seul isoloir, honnêtement je sais pas. Mais moi je me souviens, j'avais tenu des bureaux de vote pendant les municipales ou les régionales, et franchement, bah, déjà il y a toujours une très bonne ambiance, hein, les gens sont très sympas. Et en plus, non, ça se passait assez bien, il n'y avait jamais une queue de plus de 10 personnes, et en général la queue c'est relativement bonne ambiance, c'est bon esprit en tout cas. Donc voilà. Hum, hum, hum. Déjà 14 000 sur le live de Meluche au KLM. Ah bah ouais, mais il faut qu'il regarde la version commentée. Ah, et autre truc intéressant, Jean-Luc Mélenchon a désactivé le chat sur YouTube pendant le live. Et bah alors, c'est pas très Charlie ça? Elle est où la démocratie participative, la 6ème République, tout ça, tout ça? Acropolis, comment trouver le reportage INA? Quel mot-clé? Oh, je serais incapable de te dire, mec. Allez, Praxan, va t'amuser sur lina.fr, tape vote, scrutin, présidentiel, années 60. Honnêtement, je sais pas du tout. Incapable de te dire. C'est vraiment un truc que j'ai vu dans une émission il y a des années et qui m'avait marqué. Une grosse queue de cabinet noir. Qu'est-ce que t'es con. C'est quoi le thème de ce meeting? Le thème de ce meeting à Toulouse, c'est une bonne question ça. De quoi il va parler à Toulouse? De quoi on parle à Toulouse? À part d'Airbus. Parce que à Marseille, il a fait sur la paix. Euh, il avait fait l'économie, il avait fait l'international. Honnêtement, je sais pas du tout. Si vous avez la réponse dans le chat, je suis preneur. De quoi va parler Mélenchon? Est-ce qu'il y a un thème particulier? Je sais pas. Hier, par exemple, Marine Le Pen, elle avait pas de thème particulier. Enfin, en même temps, elle fait pas vraiment des meetings thématiques, elle. Elle a dû en faire un sur la ruralité une fois, mais... Nous aussi, on est 14 000. Mais bien sûr qu'on est 14 000. C'est bon pour le flux, je pense. Ouais, t'inquiète pas, le flux, on l'a, tout va bien. Elle est super ta bouteille, mais en as-tu... Ah, mais tu en rachètes tout le temps ou tu les recharges en eau? Non, je les rachète tout le temps en fait, c'est des bouteilles en verre. Quand je les finis, je les pète à la russe, je les balance derrière moi, ça éclate par terre et on en rachète. Avec l'argent des abonnés. T'as d'autres questions comme ça? Est-ce que le succès soudain de Mélenchon empêche de lui trouver des casseroles où les journalistes ont peur de lui en trouver? Ah bah non, Danoudan, là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les journalistes, enfin les journalistes, c'est pas les journalistes, mais les médias s'intéressent de plus en plus au candidat Mélenchon, notamment s'intéressent à critiquer son programme, parce qu'il devient menaçant, de fait. Il menace d'être au second tour. Enfin, il est menaçant, c'est une question de point de vue, hein, vous comprenez bien, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a du coup tous les gens de la France Insoumise qui se marrent de voir le Figaro faire des pages entières, le Figaro.fr qui a fait des dossiers spéciaux. Mélenchon, c'est la fin de l'humanité, c'est le cataclysme, comme les dinosaures, on va tous mourir. Par contre, il y a un autre débat que moi je trouve assez intéressant, je sais pas du tout si vous l'avez suivi, c'est le dessinateur Johann Sfar. Johann Sfar, je sais pas si vous connaissez ce dessinateur, c'est un dessinateur qui a notamment écrit Le Chat du Rabbin, une excellente BD. Absolument magique, c'est un excellent dessinateur reconnu, etc. Et il a posté sur Facebook un message énervé, disant qu'il avait l'intention de voter Jean-Luc Mélenchon jusqu'à ce qu'il apprenne, jusqu'à ce qu'il voit à la télévision Clémentine Autain, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, découvrir en direct que Jean-Luc Mélenchon avait l'intention de faire atterrir la France à l'Alliance bolivarienne. Voilà, Alliance bolivarienne qui pose plein de questions, mais indépendamment de ça, c'est pas ça la question. Tout ça pour parler de Johann Sfar, qui donc s'énerve en disant putain, j'avais l'intention de voter pour Mélenchon, mais je trouve ça ahurissant que sa porte-parole découvre son programme en direct à la télé, tout ça, tout ça. Et ce qui s'est passé à partir de là, ça aurait pu s'arrêter là, hein, juste une personnalité qui dit bah, je suis déçu par Mélenchon, je voterai pas pour lui finalement. C'est que Johann Sfar a commencé à se plaindre des membres de la France Insoumise qui ont commencé à le harceler sur internet, à lui envoyer des tweets, des menaces, à le harceler littéralement complètement. Et donc il en a parlé sur Twitter, sur Facebook, il s'en est ému et tout, donc il y a eu pas mal d'articles de journaux qui ont parlé de ça. Et donc je me demande si Jean-Luc Mélenchon va faire référence à Johann Sfar dans ce meeting.
Voilà, Johann Sfar étant une personnalité qui fait plutôt consensus partout, hein, c'est une personnalité du monde de la culture connue et reconnue. Ça m'étonnerait que Jean-Luc Mélenchon lui rentre dans le lard, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon va aller jusqu'à, je sais pas, moi, présenter ses excuses en lui disant oui, effectivement, c'est pas très malin de la part de mes soutiens de venir l'emmerder sur YouTube et sur Facebook, mais en tout cas sur Twitter et sur Facebook. Mais en tout cas, Johann Sfar a soulevé un point assez intéressant, c'est l'hystérisation du débat à une semaine du premier tour. On avait déjà vécu ça en 2012, on a déjà vécu ça en 2007. On arrive à un moment du débat présidentiel où tout le monde est fatigué. Et là, le débat d'idées a complètement disparu et on est dans une campagne d'insultes les uns contre les autres. Et c'est particulièrement pénible. Voilà, donc Johann Sfar, qui malheureusement s'est pris une armée de trolls mélenchonistes sur la gueule, il a soulevé cette question-là. Donc est-ce qu'on en parlera? Je ne sais pas. Johann Sfar se fait relayer par énormément de comptes de droite. Ce serait bien que les comptes de droite lisent les BD de Johann Sfar plutôt que de relayer ses tweets. Bon bref, j'ai raté Inside Acropolis, mais je tenais à vous demander des infos sur la vidéo de votre page Tipeee qui présente vos locaux virtuels. Projet, objectif à atteindre. Gatwick, c'est pas vraiment l'occasion, là on en reparlera à une autre occasion si tu veux, mais objectif à atteindre pour te répondre. Tout le monde a retrouvé des tweets qui a toujours craché sur Mélenchon, c'est du cinéma. Oui, oui, oui. Ah d'accord, tu parles de Johann Sfar, je savais pas. Mélenchon, dans sa dernière revue de la semaine, elle a refusé de devenir ma porte-parole, notamment pour préparer sa campagne pour les législatives. À propos de Clémentine Autain? D'accord. Ok, ok, ok. Star a vraiment agi comme un gros con sur ce coup. Le mec balance un point de vue hyper critique et il se plaint d'avoir des gens qui le corrigent. Ouais, alors déjà on corrige pas dans un débat démocratique, on apporte la contradiction. Et bah non, il a pas agi comme un gros con. Il a donné son opinion et il s'en est pris plein la gueule. Enfin, je sais pas, moi sur ce coup-là, je vous avoue que je suis un peu du côté de Johann Sfar. C'est un peu pénible quand t'es pas particulièrement soutien d'un candidat et que. En tout cas, ça rend pas service à Jean-Luc Mélenchon qu'une armée de trolls vienne bombarder de tweets des personnes qui sont pas tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Quelle heure le meeting? Salut 3x, c'est à 15h. On attend que Jean-Luc Mélenchon monte sur scène à Toulouse et pendant ce temps-là, on meuble, on discute et on discute de ce qu'on attend de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous attendez, vous d'ailleurs, de Jean-Luc Mélenchon, là, seulement une semaine pile poil du premier tour? Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour confirmer son élan dans les sondages? Il y a un autre truc qui est rigolo, c'est que les sondages ont toujours été critiqués par tout le monde, mais en grande partie par Jean-Luc Mélenchon et ses soutiens. Et maintenant que les sondages commencent à sourire à Jean-Luc Mélenchon, on entend un peu moins la France Insoumise critiquer les sondages. Un petit truc que je trouve rigolo. Vous lisez les commentaires YouTube des lives? Non. Non, 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 on l'a déjà annoncé à plusieurs reprises. Si vous êtes sur YouTube à l'heure actuelle, c'est pas la peine d'écrire dans le chat de YouTube. Enfin, si, c'est pas que c'est pas la peine, vous faites ce que vous voulez, mais je ne les lirai pas. Par ailleurs, il y a des modérateurs sur le chat de YouTube qui vous invitent à venir sur le chat de Twitch. Ah, on n'est pas sur YouTube. À chaque fois j'oublie, on a été striké, on n'est pas sur YouTube. Excusez-nous, pardon. Donc, il y a personne, je me suis adressé à personne parce que personne ne regarde ce live sur YouTube, on ne peut plus faire de live sur YouTube. Si tu me parles des commentaires YouTube. Ah, tu me parles des commentaires sous les vidéos de replay? Oui, bien sûr, on les lit. Oui, oui, évidemment. Bien sûr. Même sur Acropolis, on parle des fanboys de Mélenchon, ils font chier le monde. Ah là là, je sens qu'il y en a qui sont énervés. On diffuse pas sur YouTube, Jean, il y a même Jennifer qui me l'a mis en majuscule. Merci Jennifer. J'attends de connaître son point de vue sur les différentes positions de la Russie. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qui hérisse beaucoup de monde, l'ambiguïté de la position de Jean-Luc Mélenchon sur les alliances internationales. Hein, avec qui est-ce que la France déposera en commun des motions, des résolutions, des projets de résolution au Conseil de sécurité. D'ailleurs, c'est vachement intéressant qu'on ait cette émission, la communauté de l'ONU sur Acropolis, puisqu'on commente sur Acropolis le Conseil de sécurité des Nations Unies, où vous voyez François Delattre, l'ambassadeur de la France aux Nations Unies, qui porte la voix de la France et qui propose des adoptions, d'adopter des résolutions communes avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Contre la Russie, ENCO. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, la France va changer de voie et va se mettre à soutenir la Russie dans le cadre de Bachar el-Assad qui utilise du gaz ou pas, tout ça? Ce sera intéressant. Ça y est, Jean, le chat est activé sur Live Méluche, alors heureux. C'est vrai, il est activé? Ah, autant pour moi. Ah, il y a le chat. Il y a le chat sur le... Voilà. Ouais, mais c'est fou, hein. Il y a écrit résistance en majuscule, on va gagner, France Insoumise. Vive Jean-Luc. Ouh là là. Je préfère mon chat à choisir. Enfin, mon chat, le chat d'Acropolis. Je veux que Merluche nous montre qu'il est Jésus, qui marche sur l'eau, tout ça. C'est quand le meeting de Mélenchon avec tous les hologrammes? C'est la semaine prochaine. En fait, c'est aujourd'hui son hologramme. Non, non, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'international, juste un désalignement des US. D'accord. J'attends qu'il fasse un German Suplex. Hein? On va voir. Salut tout le monde, un acropolien au moins dans la foule à Toulouse. Ah, trop cool! Salut Parmentier.
Eh ben, s'il y a d'autres acropoliens dans la foule à Toulouse, donnez-vous rendez-vous, hein. Envoyez-nous des selfies sur Twitter, tout ça. Tu crois qu'il y a parmi les viewers des proches de la campagne de Mélenchon qui regardent? Ah, c'est pas que je crois, c'est que je sais. Je sais pertinemment que l'équipe de Jean-Luc Mélenchon regarde Acropolis. Ils me l'ont dit, je les ai rencontrés pas plus tard que dimanche dernier, on a beaucoup discuté, c'est des mecs vraiment... les pauvres, ils sont fatigués, hein, si vous saviez à quel point ils en peuvent plus. Ils m'ont dit si on pouvait voter dimanche, là on serait tous soulagés parce qu'on est très fatigués, je les comprends. Mais ouais, non, je sais, d'ailleurs, je fais un gros bisou aux équipes de tous les candidats d'ailleurs qui regardent Acropolis. Voilà. En même temps, s'il lance un changement de république à son élection et qu'il n'est plus président, est-ce qu'on a quelque chose à foutre de sa vision internationale? Alors, oui, on en a quelque chose à foutre, parce que la France va pas sortir du monde. Voilà, elle va pas sortir du Conseil de sécurité, elle va continuer à avoir des positionnements à l'international. Et elle restera la cinquième puissance du monde. En même temps, s'il oui, non, pardon, je suis en train de lire la même question. Du coup, c'est qui votre... Ah, c'est quoi votre record sur Official Combat, les gens? Moi, j'ai fait 300 000 euros. Je sais pas, moi, j'ai pas regardé mes high scores. Paraît qu'il y a même des viewers d'Aslino sur le chat. Mais oui, il y a des marinistes, il y a des fillonistes, il y a des amonistes, il y a des macronistes, puis il y a des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'étiquette, hein, qui vont aller voter ou pas dimanche prochain, et qui aiment bien regarder, enfin voilà, qui aiment bien s'interroger et regarder les différents candidats, et les commenter avec nous. Il paraît qu'il y a un gros bisou aux équipes de Jacques Cheminade. Mais oui, un gros bisou aux équipes de Jacques Cheminade, bien sûr. Ouais, mais s'il est plus président. Mais ça change rien, Dish. Paraît qu'on a trouvé un chevènementiste, mais il est mort et ressuscité. T'es con. Il y a des Belges aussi. Ah, ça fait plaisir. Team Durif. Pendant la rédaction des nouvelles constitutions, il sera président et mettra en place son programme. Affirmatif Berlusconi, il l'a déjà dit à plusieurs reprises. Donc oui, le positionnement international de Jean-Luc Mélenchon est important. Notamment en ces périodes de Brexit, en ces périodes de crise en Syrie. Voilà. D'ailleurs, on a vu avec... comment il s'appelle, Donald Trump, non pas que Donald Trump, non pas que Jean-Luc Mélenchon ait envie de faire la même politique que Donald Trump, mais Donald Trump qui a fait toute une campagne en disant moi l'international ce n'est pas mon sujet, je m'en fous, America first, on n'a rien à faire en Syrie, etc. Et ben la réelle politique l'a rattrapé en seulement quelques semaines puisqu'il s'est retrouvé mouillé dans le conflit syrien. Voilà. Acropolis, es-tu sur le Reddit France? Non. Non, mais j'avais fait un Ask Me Anything sur le Reddit France il y a longtemps. Il y a longtemps. Voir ce qu'il va faire avec sa 6ème République et comment il va amener ça devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi il amènerait quelque chose devant le Conseil constitutionnel, je comprends pas. Surtout s'il le réforme. Qu'est-ce que t'en penses? Donald Trump. Eh ben oui, je suis fort. Capaclos. J'y crois pas à sa vision de 6ème République, au fait qu'il démissionnerait, que ça se fera aussi vite qu'il a dit, et tout le reste de son programme laisse à penser qu'il fera un quinquennat entier. Ah mais de toute façon, il a jamais dit que ça se ferait vite, Dish. Moi, j'ai toujours entendu Jean-Luc Mélenchon expliquer que la constituante qu'il veut réunir mettra du temps à travailler, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Non, enfin vous me dites hein, si je dis des conneries, mais il a jamais dit que ça se ferait vite. À la différence de Marine Le Pen qui veut proposer, je crois dès l'été, un projet de réforme des institutions au référendum. Tiens, d'ailleurs, c'est intéressant, Marine Le Pen propose de supprimer la modification de la Constitution par le Congrès. Elle veut que la modification de la Constitution ne puisse passer que par référendum. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble un peu fou quand même la facilité avec laquelle les électeurs d'Amont ont sauté sur Méluche. Le programme sur l'Union Européenne, excusez du peu, est complètement antagoniste. C'est vrai, Gringan, que sur la question de l'Union, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et je vous rappelle encore une fois que la France n'est pas seule en Europe et qu'il y a aussi l'importance des élections en Allemagne qui joue son rôle. Rappelez-vous en 2012, quand François Hollande proposait de sortir, de renégocier le traité, la discipline budgétaire, etc., François Hollande faisait un pari qui était celui que Angela Merkel perdrait les élections de 2013 face à Martin Schulz. Et François Hollande avait déjà négocié avec Martin Schulz une sortie de crise, une renégociation, etc. Mais manque de bol, Hollande a été élu et Merkel aussi. Ils se sont retrouvés comme deux cons. À quand un candidat qui impose le mot chocolatine? Congrès égale Parlement plus Sénat. Oui, c'est ça, Arcturus, le Congrès. Non, non, excuse-moi. Congrès, c'est pas Parlement plus Sénat. Le Congrès, c'est le Parlement. Or, le Parlement, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. T'as juste confondu des mots. Mais c'est normal.
Tout ça est un vrai merdier. Quand j'écoute Piketty versus Généreux, j'ai pas l'impression que le gouffre soit si énorme. Ouais, après c'est des économistes, hein, ils font pas, ils font de enfin, ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Complètement antagoniste, on en parle du fait que c'est l'Europe qui a imposé la Welcomery à la France. Jennifer va adorer. L'Europe a imposé la loi El Khomri à la France. Ouh. Il y a des Européens qui sont arrivés à Paris qui ont fait ah, vous allez voter la loi El Khomri. Jean, fais gaffe, tu dis encore tout le temps Jean-Luc. Et bah quoi? Il s'appelle pas Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon? Non? Ah, je dis Jean-Luc, pas son nom de famille? Oh, on s'en branle ça, non? Je sais pas. Putain, c'est chaud, une modification de la Constitution passant par le référendum, l'abstention aurait des conséquences beaucoup plus graves. Ouais, mais l'abstention a toujours des répercussions graves. Non? Oui, c'est l'Europe qui a gouverné sous Hollande. Ah ouais, putain, on en vient là. Si on l'écoute, Jacques Généreux et Piketty, c'est beaucoup plus franc la différence. Ah, bah il faudrait savoir, je croyais que vous m'aviez dit que la différence n'était pas palpable. Bon, quoi qu'il en soit, chers amis, on va se mettre un jingle dans les oreilles. On va retrouver tout de suite Jean-Luc Mélenchon à Toulouse qui est en train d'arriver sur scène. À tout de suite. Allez, salut à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent. On retrouve Jean-Luc Mélenchon en direct à Toulouse qui vient de monter sur l'estrade devant une marée, en tout cas un grand nombre de ses soutiens sous le soleil toulousain qui secouent des drapeaux français. On a vu quelques drapeaux aussi des jeunesses communistes et du Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon donc, vous voyez cette vue aérienne absolument incroyable. Jean-Luc Mélenchon qui réalise de véritables tours de force en termes de mobilisation. Je vous cite notamment à Marseille où il a rassemblé soi-disant 70 000 personnes, ça me paraît beaucoup trop, mais en tout cas une grosse marée humaine, largement plus que son concurrent François Fillon qui a fait beaucoup moins quelques jours plus tard. Donc tout ça est assez intéressant à voir en période de campagne électorale. Même si ça n'indique rien sur le succès des urnes, Jean-Luc Mélenchon fait des succès en termes de mobilisation. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui est sur la tribune et qui fait coucou pendant que le public scande résistance, résistance. Ce qui tranche singulièrement avec le on est chez nous des marinistes hier soir. Il n'arrive pas en jetpack, non malheureusement. Le chat YouTube, roll on the floor. Ouais, bah allez leur faire des big up au chat de YouTube et dites-leur de viendre sur Acropolis. Merci, merci. Non, le faites pas trop parce qu'après ils vont venir, ça va être chiant. Merci pour cet accueil. Cette joie qui jaillit de vous. Et j'espère que vous partagez avec moi l'émotion, la démonstration que nous sommes en train de faire. Qu'à tous ceux qui nous entendent d'un bout à l'autre du pays, on sache que cette campagne électorale est devenue autre chose qu'une campagne électorale. Une immense mobilisation populaire qui sonne le jour qui commence. Jean-Luc Mélenchon qui se félicite de ne pas avoir fait qu'une campagne électorale mais d'avoir mobilisé les foules dans un vrai mouvement. Une mobilisation populaire comme il dit. Comme le voudrait Monsieur Fillon, cette paroisse du 19e siècle. Jean-Luc Mélenchon qui fait directement huer François Fillon. Oui, c'est ça, François Fillon. Ce sac à puce d'agité que nous propose Monsieur Macron en voulant faire de nous. La Fouche qui nous fait un don de 5 €, don de fin de vacances. Merci beaucoup La Fouche, désolé pour que ce soit la fin des vacances. Bonne rentrée. Cette machine à haine que nous propose d'être Madame Le Pen. Alors ça commence d'entrée de jeu. Jean-Luc Mélenchon qui fait huer ses adversaires. Belle et généreuse, qui commence chaque jour comme un matin neuf, sous sa devise liberté, égalité, fraternité. Jean-Luc Mélenchon, poète. Alors vous voici. En faisant répéter la devise de la Et République. je vous propose de me permettre de donner à notre rencontre le ton posé que je voudrais lui donner. Ah, Le sens de ça tranche, parce que là ça a commencé pas posé du tout. Et qu'au milieu de toute cette confusion
et dans les difficultés de ce monde avec les dangers qu'il fait surgir. Nous voulons tourner la page. Le temps est venu d'un gouvernement de responsabilité écologique devant l'humanité, d'un gouvernement de responsabilité sociale, d'un gouvernement de responsabilité démocratique qui rende au peuple le droit de se reconstituer lui-même. Responsabilité écologique, responsabilité sociale et responsabilité démocratique. La 6e République et son droit de contrôler de façon permanente ceux qu'il a désignés. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui reprend le thème de un de ses thèmes favoris, le contrôle du peuple. De pouvoir me trouver ici. Un thème qui, il faut le reconnaître, a été également longuement développé hier par Marine Le Pen à Perpignan. Quelque part ici, avant nous, ont marché d'autres. Et à notre tour, nous mettons nos pas dans les leurs. Et vous autres, les gens, vous avez là-bas, à la mairie de Toulouse, un tableau où l'on aperçoit le grand Jaurès sur les bords de la Garonne. Jean Jaurès, père fondateur du socialisme français au début du XXe siècle et est mort en 1914, qui est un personnage emblématique pour Jean-Luc Mélenchon et qui vient effectivement de Carmaux, juste à côté de Toulouse, qui a d'ailleurs été conseiller municipal à Toulouse. L'action populaire n'a pas su dominer, de sorte que le monde a roulé, comme vous vous en souvenez tous, vers cet abîme qu'a été la Première Guerre mondiale. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui rappelle que Jean Jaurès était l'un des partisans de la paix, qui voulait éviter au maximum l'opposition fratricide entre la France et l'Allemagne, et qui est malheureusement mort quelques jours seulement avant le déclenchement du conflit, comme un symbole. Boggio, c'est un Vénézuélien. Première petite pique de réflexion. Ce sera ma façon pacifique, aimable et souriante de faire à mon tour entrer le Venezuela dans notre campagne pour ne pas l'abandonner à la haine de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon qui répond à sa manière sur la polémique, sur l'adhésion qu'il propose de la France à l'alliance bolivarienne avec le Venezuela. Dans la campagne présidentielle française, parce que comme on me l'a dit, l'autre. Et Jean-Luc Mélenchon qui rappelle que Marine Le Pen a beaucoup instrumentalisé cette proposition de Jean-Luc Mélenchon pour pointer le danger de sa candidature. Eh bien, soit, c'est une belle occasion de parler de notre pays et de ce qui est considéré par d'aucuns comme ces confins ultra-périphériques que sont les territoires français de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je comprends que l'extrême droite américaine, qui a toujours considéré l'Amérique du Sud comme en quelque sorte son jardin privé, que l'extrême droite nord-américaine s'inquiète du fait que puisque 18% du pétrole qui se distribue dans ces stations à essence vient du Venezuela, elle s'inquiète d'y voir un pouvoir qui contredit sa volonté de domination. Mais qu'est-ce que les Français? Firewall qui fait un don de 5 €, merci de m'avoir permis de m'intéresser à la politique, mais je t'en prie, avec grand plaisir, merci à toi pour ton soutien Firewall. Merci. Ont à voir avec ce qui se passe au Venezuela, je vous prie. Quel besoin d'aller aboyer avec la meute des loups. Et bien sûr, ça donne toujours le même résultat. Madame Le Pen a dit... Qu'est-ce qui coûte le plus cher, un meeting en intérieur ou en extérieur? En extérieur, ça coûte beaucoup plus cher. Sur les dictatures latino-américaines où les habitants subissent le rationnement alimentaire et énergétique. Voilà, paraît-il, ce dont vous... Jean-Luc Mélenchon qui a décidé de commencer ce meeting de Toulouse en abordant d'entrée de jeu la polémique de ces derniers jours sur l'adhésion proposée par Jean-Luc Mélenchon de la France à l'alliance bolivarienne. Et qui, Jean-Luc Mélenchon qui rappelle, l'un des arguments, il a commencé par rappeler ça, c'est que la France est un pays sud-américain selon lui, puisqu'il y a la Guyane et les territoires d'outre-mer dans les Caraïbes, qui justifient, selon Jean-Luc Mélenchon, que l'on réfléchisse à l'adhésion de la France à cette alliance sud-américaine. De la calomnie permanente qui nous accable. Chaque fois que l'une ou l'un d'entre nous parvient à se hisser jusqu'au point où se dessine la perspective d'un changement profond de gouvernement, le même parti médiatique sur la terre entière ressort les mêmes arguments contre nous, toujours violents contre les hommes,
toujours infâme contre les femmes. Pourquoi ça coûte plus cher un meeting en extérieur? Parce que tu vois tout le matériel là qu'il a autour de lui pour sonoriser, pour filmer, etc. C'est du matériel qu'il a dû apporter sur place avec des prestataires spécialisés. Alors que quand tu le fais dans une salle, par définition, la salle, elle sait le faire. Elle a déjà sur place le micro, la sonorisation, etc. Donc elle a l'occasion, tu vois, entre louer une salle, aussi grande soit-elle, et créer une salle de toutes pièces, virtuelle certes, mais à l'extérieur, ça coûte beaucoup plus cher de le faire à l'extérieur. Dans le monde. Sinon, parce que cette presse... Ça coûte combien un meeting comme ça? Ça honnêtement je pourrais pas dire, mais on avait vu des meetings à 1 million, 1,3 million pendant la campagne de 2007 et 2012. 45e. J'ai lu un éditorialiste fameux qui prétend que l'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple, comme un lierre rampant, peut s'élever. Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à un éditorialiste fameux, je ne vois pas à qui il fait référence, si vous avez un indice, ça m'intéresse. Les 46e, 47e et 48e pourraient vous rappeler qu'ils sont en état de vous rattraper très bientôt. Il s'agit de Malte, de la Pologne et de la Mauritanie. Mais nous pourrions essayer d'améliorer notre place dans le classement. C'est Christophe Barbier, ok, merci beaucoup. Élever jusqu'au rang de Trinité et Tobago, qui est 44e, du Botswana, qui est 43e, du Burkina Faso, qui est 42e, de Tonga, qui est 37e. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui visiblement se moque de Christophe Barbier en rappelant l'ordre dans lequel les pays sont classés. La France est 43e. Mais à la vérité... la France est... Attends, il a dit combien? Non, j'arrive pas à remonter. Mais à la vérité, dans le domaine de la liberté, la seule place qui nous conviendrait, ce serait la première. Là où se trouvent les Pays-Bas. Et oui, Xan, c'est bien 21 millions d'euros le plafond de dépenses autorisé pour une campagne présidentielle par la loi. Et maintenant qu'on s'est un peu moqué, je voudrais revenir sur le sujet qu'ils ont eux-mêmes posé d'une manière aussi approximative. Alors, on vous dit que le programme L'Avenir en commun vous proposerait de quitter l'Union européenne pour adhérer à l'ALBA. Eh bien non, ce n'est pas le projet. Mais néanmoins, puisque l'occasion s'en présente, nous allons tous faire l'effort de réfléchir à ce qui se passe là-bas. Écoutez-moi. Jean-Luc Mélenchon qui répond à ses détracteurs, la France ne va pas quitter l'Union européenne pour rejoindre l'ALBA, c'est plus compliqué que ça. Elle est présente aux portes et sur les 5 continents de l'univers. Nous ne sommes pas une nation vouée à je ne sais quel occidentalisme qui nous ferait participer à un choc des civilisations. Nous sommes un pays d'Afrique parce que nous sommes à Mayotte et à La Réunion. Nous sommes un pays d'Amérique latine parce que la Guyane française est en Amérique latine. Jean-Luc Mélenchon qui fait applaudir les Guyanes françaises, pays d'Amérique latine, enfin région d'Amérique latine. Je rappelle que la Guyane actuellement subit un mouvement, connaît plutôt un mouvement, de grève. Sauf dans les Caraïbes. Alors, il est temps de vous souvenir que si notre tour vient de gouverner ce pays, on ne dira plus jamais que ces départements et ces territoires sont des territoires et des départements ultra-périphériques, comme s'ils étaient des grosses machines à déverser sur des continents qui n'en pourraient aimer, des tonnes de marchandises qui tueraient les économies qui les environnent. Nous serons tout autre chose. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas que l'on parle de ces territoires d'outre-mer comme des territoires ultra-périphériques. Auxquels nous participons à égalité avec les autres. Voilà qui nous sommes. Écoutez-moi, la plus longue frontière de la France est en Guyane avec le Brésil. Savez-vous qu'après tant de tergiversations, enfin, on a ouvert un pont sur le fleuve Oyapock entre le Brésil et la France. Il y a un pont physique terrestre. Que va-t-il se passer dorénavant? Et ces gens qui gesticulent, bavardent et ne s'occupent d'aucune réalité
ne semble pas mesurer l'opportunité extraordinaire d'échange et de culture et de commerce que représente la proximité de la France à distance d'un pont avec 200 millions de personnes qui sont au Brésil. Jean-Luc Mélenchon qui félicite la construction de ce pont entre la France et la Guyane, entre le France et la Brésil, pardon, via la Guyane. Pont qui a mis des années, je crois, à sortir de terre. Ça a été un vrai merdier. Nous chercherons à être membres de l'ALBA, c'est-à-dire d'une coalition qui regroupe dans un projet de coopération, et non pas un projet militaire, dans un projet de coopération et pas dans un projet de libre-échange, dans cette zone. Oui, nous avons envie de travailler. Jean-Luc Mélenchon qui veut visiblement faire taire cette polémique sur l'ALBA. Il maintient sa proposition de faire adhérer la France à cette alliance de coopération entre les pays d'Amérique latine, mais il refuse le libre-échange, probablement la raison pour laquelle il ne veut pas faire adhérer la France au Mercosur, qui est une autre alliance américaine, mais cette fois-ci de libre-échange. Je crois, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est bien ça. Barbuda, la Bolivie, la Dominique, l'Équateur, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et Nieves, Saint-Vincent et les Grenadines, et le Suriname, autre pays limitrophe de la France. Qui sont ces gens? Et la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a été attaqué sur l'ALBA, c'était parce que il y a des membres observateurs de l'ALBA qui sont l'Iran et Cuba. L'Association des États des Caraïbes, dont la République française est déjà membre associé avec Cuba et Venezuela, ont-ils l'intention de nous faire sortir de la CARICOM, Communauté des Caraïbes, dont nous avons postulé, nous la France, pas moi, le gouvernement actuel, de participer à cette alliance où se trouvent également Cuba et le Venezuela? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que les bien-pensants qui m'interpellent le matin, chaque matin, à chaque occasion, sur le prétendu service public de l'information, est-ce qu'ils me proposent que la France, qui a signé 77 traités et accords libéraux avec le Venezuela, bilatéraux, y renonce? Est-ce qu'on nous propose... Jean-Luc Mélenchon donc, qui décide de répondre par l'absurde à la polémique en disant vous voulez m'emmerder parce que je propose l'adhésion de la France à une alliance de coopération, mais je rappelle que la France adhère en permanence à tout un tas de différentes alliances, notamment en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, et qui en plus fait des accords bilatéraux de libre-échange avec à peu près tout le monde. Accords bilatéraux qu'ils ont signés avec la République islamique. Il a un mug Acropolis? Non, j'ai pas vu. 11. Je pense pas. Monsieur Hollande, Macron, Pierre Gattaz, Emmanuel Macron, Laurent Fabius, en présence de... C'est quoi, c'est l'Ayatollah Khomeini? Qui me demande des comptes? Le ministre PS Hamon, qui a signé 7 accords avec le Venezuela, ce dont je le félicite. Jean-Luc Mélenchon qui félicite Benoît Hamon en tant que ministre, qui, à l'époque où il était ministre, a signé l'accord de libre-échange avec le Venezuela. Dont le bras droit a organisé. C'est intéressant parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait huer Benoît Hamon. Il n'y a pas eu de huée. Par contre, Macron, il y a eu droit. Il a reçu à Paris en janvier 2016. Est-ce Madame Le Pen qui me reproche mes amitiés C'est Hassan Rouhani, le président de l'Iran. Merci beaucoup, Moustique. Alors que c'est elle qui va boire le thé avec Poutine. Enfin. Voilà, Marine Le Pen qui serre la main à Vladimir Poutine. Je rappelle que Marine Le Pen est la seule candidate à l'élection de la présidence de la République à avoir rencontré personnellement Vladimir Poutine. Marine Le Pen qui ne cache pas sa proximité avec le pouvoir russe. Eh bien, c'est un reproche tout à fait supportable. Je me permets de le signaler. Monsieur Fillon me reproche d'être communiste. C'est un reproche tout à fait supportable. Jean-Luc Mélenchon qui a toujours refusé l'étiquette communiste en tant que soi, mais qui ne veut pas se faire insulter de communiste en disant ce n'est pas une insulte. Sans être une fierté, c'est pas une insulte. C'est intéressant. De voir dans nos rangs les communistes. En maintes occasions. Je rappelle que les relations entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français sont pas simples, hein, loin de là. Trouver du bon côté de la barricade.
Alors, Je rappelle notamment que le Parti communiste français, en tout cas un certain nombre de cadres du Parti communiste français, s'étaient opposés au soutien de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la campagne présidentielle. Ils voulaient une candidature autonome du Parti communiste, mais les militants communistes ont voté à la majorité pour rejoindre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Un accord de coopération fraternelle avec le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, je rappelle, qui est au pouvoir en Chine. En reprenant assez lamentablement, et pour mieux dire, atteint d'un psittaquisme, comme on dit, pour la maladie que transfèrent les perroquets, il a été dire il ne suit rien en vérité. Il est vrai que tout le temps qu'il passe en bondioserie depuis 2 jours, comme si... C'est quoi le rapport avec la bondioserie? Est-ce que récemment François Fillon a eu un rapport avec l'Église catholique? Je sais qu'il a dit qu'il voudrait avoir des ministres sens commun. Qu'il en est dans ce domaine comme dans tous les autres. Il était à la messe de l'église copte pour Pâques ce matin, me dit Sylvain. Merci beaucoup Sylvain pour cette indication. Un candidat à la présidentielle qui va volontairement assister à une messe. Je rappelle que les Coptes d'Égypte ont été frappés par un attentat terroriste, donc c'est pas complètement absurde qu'un candidat à la présidence de la République ait montré sa solidarité avec la communauté copte qui a subi une terrible attaque en Égypte. Pour adhérer à l'alliance bolivarienne, et il a tout suivi. Et il ajoute, je pense que rien que cette phrase-là doit faire comprendre que la montée de M. Mélenchon est sans doute émotionnelle. Ça va les émus? Certainement pas mal. rationnel. Ah, c'est vrai qu'il y trouve beaucoup de poésie dans cette montée. On est dans une sorte de fantasme, dit-il à propos de moi, ce qui est toujours flatteur compte tenu de mon âge. On est... Jean-Luc Mélenchon, donc il continue à tacler son adversaire à la campagne, à la présidence, François Fillon. D'Ubu, de règne du roi Ubu. Ah ah! Monsieur, vous avez perdu une belle occasion de vous taire. Vous avez perdu une belle occasion de vous taire, c'est comme ça que Jean-Luc Mélenchon répond à François Fillon. La confusion mentale et politique, c'est plutôt lui que moi. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Car voyez-vous que cet homme s'est pris tout d'un coup à critiquer un accord fiscal avec le Qatar en oubliant que c'était lui qui l'avait signé. Et voilà une photo de François Fillon, Nicolas Sarkozy avec un dignitaire du Qatar visiblement, très probablement le chef, le roi, honnêtement je ne sais pas. Je suis désolé, je suis pas très calé en politique qatari, mais Jean-Luc Mélenchon en tout cas qui tacle François Fillon en lui faisant remarquer qu'il a critiqué un accord fiscal avec le Qatar qu'il avait lui-même signé quand il était Premier ministre. Et là on entend la foule qui scande le slogan « Dégagez ». Recevoir des leçons de fréquentation, ce n'est pas de lui que je les prendrai. Car moi, je n'ai pas invité à assister au 14 juillet, fête de la libération. C'était l'émir du Qatar, oui, très probablement. L'ancien régime monarchique et mère de toutes nos libertés. Le 14 juillet, fête de la chute de la Bastille et des... C'est le cheikh Al-Thani. Merci beaucoup, Kappa, pour la précision. Ce n'est pas moi qui ai invité l'émir du Qatar à venir assister à la fête. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui renvoie dans les cordes le pouvoir, l'ancienne majorité UMP au pouvoir entre 2007 et 2012 qui a eu des affinités avec un certain nombre de monarchies, notamment au Qatar, en Arabie Saoudite, et sur le 14 juillet je crois qu'il fait référence à... C'est peut-être le Qatar qui a été invité une année, mais en tout cas il y avait aussi Bachar al-Assad évidemment qui a été invité par Nicolas Sarkozy en tant que pays hôte du 14 juillet. C'est Sylvain qui met les images ou le YouTube de Méluche? C'est le YouTube de Méluche qui incruste les images. C'est intéressant d'ailleurs cette manière de faire. C'est la première fois que je vois ça. Le peuple français va lui offrir une veste électorale Cousumin. Monsieur Fillon a tellement de beaux habits que bientôt le peuple français va lui offrir une veste électorale Cousumin. Ça c'est un gros scud de la part de Jean-Luc Mélenchon en direction de François Fillon et qui fait référence à l'une des affaires François Fillon, à savoir le prêt, le
cadeau, de plusieurs costumes qui a été fait à François Fillon en décembre dernier, suite à sa victoire à la campagne, à la primaire de la droite. Et toute la dérision. Cadeaux qui ont été faits par Patrick Drahi, c'est ça? L'avocat proche de la France-Afrique? Je ne sais plus. Les envahit, la peur de l'improbable, la peur de l'inimaginable pour eux qui vivaient confits et à l'aise entre eux, de vous voir surgir tous, les émus. Jean-Luc Mélenchon qui se marre en appelant lui-même ses soutiens les émus. Maintenant, plus gravement, référence à l'émotion dont parlait François Fillon pour justifier la montée de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. Pour la semaine qui vient, s'ils sont capables de cette infamie depuis 5 ou 6 jours, s'ils se passent le mot de l'un à l'autre pour répéter des fables invraisemblables et tâcher de dissuader les braves gens qui les croient ou qui écoutent avec attention pour tâcher de bien faire et de bien décider, ne sachant pas qu'ils ont affaire à des menteurs professionnels, des bourreurs de crâne qui sont payés pour ça. Eh bien, dans la semaine prochaine, peut-être allons-nous encore entendre des choses inouïes. Par exemple, que je suis un tyran qui compte faire lui-même les menus des cantines. Robert Bourgi, merci beaucoup. Robert Bourgi qui a offert des costards à François Fillon. Pour tous les enfants de France. Jean-Luc Mélenchon donc, qui veut arrêter ce débat sur l'ALBA et qui veut revenir sur une autre proposition qu'il a faite, la gratuité totale de l'éducation à partir de la rentrée prochaine, celle de septembre 2017. Oui, vous l'avez bien entendu, la gratuité de la cantine notamment. Au niveau mondial. Pour ceux qui ne le savent pas, si vous n'avez pas encore d'enfants, sachez que la cantoche est un service qui est proposé mais qui n'est pas imposé aux enfants et qui est distribué par les caisses des écoles, dans le premier degré en tout cas, et il faut payer, en fonction de ses moyens certes, mais il faut quand même payer pour faire déjeuner son enfant à la cantine. Et Jean-Luc Mélenchon veut rendre ça gratos. Je ne sais pas comment il le finance. Et partisan de cette solution, il est possible que la semaine prochaine on vous annonce que je veux quitter l'euro pour adopter la monnaie chinoise. Que sais-je encore? Que vont-ils trouver? On a un tout petit bug d'image, c'est normal, ça drop, c'est YouTube. Je vous mets en alerte. Top, parfait. Je vous demande de faire preuve de sang-froid, d'argumenter toujours en mettant de l'humour autant que vous le pouvez, car c'est le meilleur anti... C'est normal, on a des petits bugs. Normalement, ça devrait tenir. Rassurez-vous, j'ai les mêmes de mon côté. Tu t'en sors, Sylvain? Sylvain à la régie, qui nous fait un coup de main évidemment. Un grand merci à Sylvain qui s'occupe de la régie. Un grand merci à Jennifer qui s'occupe entre autres de la modération. Que je veux quitter l'euro pour adopter la monnaie chinoise. Ah, malheureusement, là, j'ai peur qu'on soit rentré dans une boucle infinie. Que sais-je encore? Parce qu'on réentend l'ironie de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de ses opposants. Je vous demande de faire preuve de sang-froid, d'argumenter toujours en mettant de l'humour autant que vous le pouvez, car c'est le meilleur anti... Car... Ah, bonne nouvelle, j'ai l'impression qu'on a retrouvé le direct. Tant mieux. Une fois que nous serons... Et là, il parle des journalistes, l'heure de votre libération approche. Nous aurons cessé l'odieuse exploitation de tant de gens qui sont payés avec des statuts de précarité absolue dans tous les médias, payés au lance-pierre, surexploités. Ah, Jean-Luc Mélenchon qui fait applaudir sa proposition d'en finir avec la précarité des journalistes. C'est la peur des maîtres qui tient tous les cerveaux. Je m'adresse à vous tous. Vous autres qui écrivez, vous autres qui commentez, vous autres qui analysez et qui donnez à voir, vous avez une responsabilité essentielle, car l'information est la seconde colonne du temple républicain à côté de l'école. L'information est la seconde colonne du temple républicain à côté de l'école, Jean-Luc Mélenchon, donc il fait une véritable profession de foi en faveur du rôle des journalistes dans la société démocratique. C'est intéressant. Que tous les scores se rapprochent dans les intentions de vote. Pourtant, les journalistes ne sont pas tendres avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si c'est pas un petit bisou piégé qu'il est en train de leur faire. Pas d'être des bourreurs de crâne. Aidez à... Sachant que tous les journaux sont déficitaires, il fait ça comment? J'aimerais bien savoir comment il fait pour sortir tous les journalistes de la précarité. J'aurais pu me contenter de balayer d'un revers de main cette incroyable accusation que l'on me porte, après tant d'autres, de vouloir attenter aux libertés. Alors, Jean-Luc Mélenchon qui en vient à l'accusation qui lui est faite, paraît-il, de vouloir attenter aux libertés. Puisque c'est de la liberté que jaillit la rébellion. C'est marrant parce que attenter aux libertés, c'est exactement ce que disait De Gaulle, qui disait pourquoi est-ce que je suis rentré une carrière de dictateur à mon âge.
C'était dans les années 60 et là Jean-Luc Mélenchon qui dit lui aussi, avec un peu d'ironie, pourquoi est-ce que je le ferais alors que la liberté jaillit, que jaillit la rébellion, tout ça, tout ça. J'aurais pu me contenter. Quand est-ce qu'il sort Acropolis de la précarité? Le plus vite possible, j'espère. Amnesty International nous a... On a des problèmes sur le flux, je suis désolé, j'ai les mêmes de mon côté, hein. C'est complètement indépendant d'Acropolis. Si vous regardez sur YouTube, vous aurez exactement le même problème. On peut éventuellement basculer sur Facebook si vraiment on n'arrive à rien. Même si j'ai l'impression que ça lag à mort sur Facebook. Vous inquiétez pas, on fait le meilleur, on fait le maximum. Et plutôt que de les entendre jacasser et venir me mordre les mollets, ils auraient pu profiter de la circonstance pour exprimer de la compassion, de la volonté à l'égard de ceux des nôtres. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? On tente le Zbook? Faut regarder, moi écoute, je l'ai ouvert à côté de moi, ça marche à peu près bien. On est désolé, hein, on n'arrive pas à suivre comme vous, hein, on a les mêmes problèmes que vous, rassurez-vous. On va perdre quelques minutes seulement du discours de Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, ce n'est pas bien grave. Jean-Luc Mélenchon qui a parlé rapidement de l'école pour enchaîner sur la question des journalistes. En tout cas, on a vu un début de meeting assez énergique de la part de Jean-Luc Mélenchon qui a commencé par tacler ses concurrents à l'élection, puis qui a voulu se justifier sur sa proposition de faire adhérer la France à l'ALBA, l'Alliance bolivarienne. De combattre en notre nom contre Daesh. Et François Fillon qui a le mérite... Jean-Luc Mélenchon, pardon, je suis vraiment désolé, qui s'en prend directement à Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre turc, qui martyrise les Kurdes. Je rappelle que le pouvoir turc s'en prend depuis très longtemps à la minorité kurde. C'est le capitalisme réactionnaire qui sabote le stream. Bah, faut croire, ouais. Aux grands patrons de la Farge qui ont collaboré avec l'ennemi. Et Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à nouveau, pardon, à Lafarge, la grande industrie française, la grande boîte française, qui a, selon Jean-Luc Mélenchon, collaboré avec l'ennemi, puisque Lafarge a continué à faire des affaires en Syrie et en Irak avec Daesh. Enfin, avec Daesh, au moment où Daesh avait pris le pouvoir. C'est pire sur Facebook? Oh putain. Parce qu'elle appelle. Ah bah on reste sur YouTube, alors on peut pas aller sur Facebook visiblement. Et on va faire avec, désolé, mais ça c'est les allées du gars du direct. Je sais pas si les drops sont dus à YouTube ou sont dus à la connexion en mousse que Jean-Luc Mélenchon a à Toulouse. C'est vrai que streamer depuis l'extérieur c'est à mon avis plus compliqué que streamer depuis une salle qui a la fibre. Erdogan c'est le président de la Turquie. C'est pas le Premier ministre? Peut-être, en tout cas c'est le mec in charge, c'est le patron. Il faut entrer en soi-même. Des générations qui pouvaient regarder vers le futur comme devant une ouverture, une page blanche pour l'essentiel à écrire. Voici que le saccage de la planète, la destruction du vivant qui nous confronte certainement à la 6e extinction que l'on aura pu constater dans le cours de l'histoire. Erana qui fait un don de 5 €, ma contribution pour vous sortir de la précarité. Merci Erana, c'est très généreux de ta part. Merci beaucoup pour ton don. Dans une série de décisions et de conditions inouïes qui amputent notre liberté pour le futur. Et non seulement ce qui est fait ampute le futur, mais ce qui n'est pas fait. C'est les serveurs de l'URSS, effectivement. L'amputation de ce futur. Ceux qui persistent à penser qu'on ne doit pas rapidement, méthodiquement et dans l'ordre tourner la page du nucléaire sont des irresponsables qui diminuent notre futur. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui aborde maintenant un autre thème dans ce discours de Toulouse, qui veut parler de développement durable visiblement et de la responsabilité de la liberté, de la en matière d'environnement. Il y a la tendance totalitaire profonde de ce système qui contrôle de plus en plus durement, de plus en plus étroitement chaque peuple au prix de violences inouïes, comme celle qu'endure en ce moment pour rien, sinon pour maintenir la stabilité des comptes bancaires, le peuple grec qui a déjà perdu 400 000 de ses enfants exilés, le peuple espagnol qui en a perdu 500 000. Et je salue avec émotion la bannière de la République espagnole qui quelque part est la mienne. Le Portugal. Est-ce qu'il fait référence à la guerre civile espagnole là? J'ai pas bien compris. Cette tendance totalitaire, avec un contrôle toujours plus étendu des individus par les moyens du numérique et de l'Internet, des big data qui font que tout est surveillé, tout est connu de vos déplacements, de vos goûts, de vos humeurs,
de tout ce que vous choisissez. Voilà comment la liberté est menacée plus durement par le système que par aucun d'entre nous. Et à cela s'ajoute encore une autre menace plus insidieuse, la liberté la plus intime, celle qui vous fait penser que vous êtes une personne absolument distincte de toutes celles qui vous environnent et vous entourent même à cet instant. Cette certitude qui vous vient de vos goûts, de vos aptitudes particulières, de votre histoire, eh bien, voici un système qui, petit à petit, l'efface de vos esprits. Comment le fait-il? En normalisant vos goûts par le matraquage publicitaire, en vous normalisant vos environnements, l'architecture qui vous entoure, les marques des choses, tout petit à petit pour être transformé d'abord et avant tout en un troupeau qui consomme, qui est client et qui doit s'abandonner. Jean-Luc Mélenchon donc qui plaide pour la liberté en argumentant autour du fait que selon lui c'est le système soi-disant capitaliste, enfin sous-entendu pardon pas soi-disant, sous-entendu capitaliste qui enferme la liberté. Ce n'est pas particulièrement en France que cela se passe, ni même en Europe, c'est dans le monde entier. Et voici au pied de quel mur nous nous trouvons. Et voilà pourquoi l'élection française, si elle vient à apporter la surprise que redoutent les uns, sera pour les autres la plus magnifique des nouvelles, car cela signifiera qu'on tourne la page. Regardez bien ce que cela signifie. Dans tous les cas, il s'agit de subjuguer la conscience individuelle, de l'abrutir, de l'enfermer, de la déformer. Eh bien, vous autres, tous qui êtes ici, vous vous souvenez des combats fondateurs qui ont été les nôtres. Depuis le début... Là, on est dans la partie un peu plus lyrique du meeting. Nous sommes ce flambeau qui traverse l'histoire, ce fil rouge qui commence avec les philosophes au 5e siècle avant notre ère et qui a continué à travers toutes les luttes de libération. Nous sommes le parti de la liberté de conscience. Nous sommes le parti, le mouvement. La liberté de conscience, ça rappelle les combats qui ont été menés, notamment au 19e siècle, pour la laïcité. Car cette liberté de conscience... Et même avant ça, évidemment, la liberté de conscience contre le pouvoir de l'Église. Notre programme est de nourrir, de protéger, d'étendre la liberté de conscience, c'est-à-dire en partant du processus qui, dès les premières heures de la vie d'un être humain, fait qu'il est en train de s'individuer, c'est-à-dire de se distinguer, une après l'autre, repoussant la domination d'abord de la faim, puis de la peur, et ainsi de suite, se construit comme un être sous le soleil de sa propre raison et réflexion. Nous sommes l'émancipation humaine. Du première heure à la dernière, maître de soi en toutes circonstances, voilà quelle est notre aspiration. Je suis le candidat de la liberté de conscience. Je suis le candidat de la liberté de conscience. Voilà le long plaidoyer que Jean-Luc Mélenchon vient de faire en faveur de la liberté, en expliquant que l'ennemi de la liberté, ce n'est pas lui, c'est le système. Dont il faut, notamment économique, à chaque instant, discerner et protéger les moyens qui la rendent possible. Et vous autres ici, parce que vous êtes d'ici, vous savez peut-être mieux que dans d'autres endroits ce qu'a coûté à la France 3 siècles de guerre de religion ouverte ou larvée. Vous êtes le pays des Cévenols, vous êtes le pays du martyr cathare, vous êtes le pays des croisades, du nord contre le sud. Et si c'est de l'histoire profonde, il n'empêche qu'elle nous travaille et qu'il faut en retirer tous les... C'est qui le candidat du bonheur? C'est une bonne question, ça. Oui. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, qui a visiblement les chevilles qui enflent un peu sur la question de « je suis le candidat de la liberté de conscience ». Il y a un côté... de toute façon, on est dans la fin de la campagne. Là, tous les candidats sont en mode c'est moi ou rien, en fait. Tous les autres... Président de cette République... Tous les autres sont pas d'accord avec moi. J'appliquerai et ferai décider la laïcité la plus complète sur tout le territoire de la République, inclus les territoires de concordataires d'Alsace-Moselle et de Guyane.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui revient sur une proposition qu'il avait déjà développée en 2012, à savoir l'application de la laïcité, la séparation des églises et de l'État, dans les territoires de la République qui ne l'appliquent pas pour des raisons historiques, notamment l'Alsace-Moselle et la Guyane. Tous ces aspects restera strictement laïque et séparé de toute manifestation religieuse. Le dactylo, ouais, qui a écrit Qatar, QATAR, ouais, effectivement. L'État sera exemplaire. Je ne serai pas chanoine de Latran. Alors, je ne serai pas chanoine de Latran, il faut que je vous explique. Le président de la République française, historiquement, a une distinction au Vatican qui est chanoine de Saint-Jean de Latran. C'est une distinction religieuse remise par le pape. Et le seul président de la République qui a accepté d'aller recevoir cette distinction en personne, c'est Nicolas Sarkozy, ce qui avait soulevé beaucoup de questions à l'époque sur la question de la laïcité. Est-ce qu'un chef de l'État laïque peut-il recevoir une distinction religieuse ? Jamais notre visite. Enfin, j'interdirai la présence des ministres et des préfets aux manifestations religieuses. Ça, c'est intéressant aussi comme opposition. Est-ce que vous, dans le chat, vous trouvez que c'est bien d'interdire à un préfet de se rendre à une, je sais pas moi, une messe d'enterrement de victimes d'un attentat, par exemple, je sais pas. En raison des opinions dominantes de son pays, sera ici la bienvenue. Hollande l'a pas été non plus. Je crois pas que Hollande soit allé au Vatican recevoir sa distinction. Je dis tout cela à Toulouse parce que je suis habité par l'histoire de France et tout ce qui s'y est déroulé. Je suis plein de cette histoire. J'entends les cris de Calas roué parce qu'il était protestant. Calas, je crois que c'était au moment de la Saint-Barthélemy ou pas, le massacre? Qui avait affirmé au XVIe siècle que la matière qui compose l'univers est la même que celle qui compose le scarabée ou l'être humain, et qui fut martyrisé, à qui on arracha la langue et qu'on brûla, ici même. Vanini, donc un autre exemple toulousain donné par Jean-Luc Mélenchon contre l'oppression religieuse, quand j'étais un jeune étudiant, contre la liberté de conscience. Qu'au XVIe siècle, Giordano Bruno, qui a enseigné ici même pendant 2 ans, a eu cette intuition et cette découverte aussi faramineuse que celle que je viens de vous dire de Vanini. Il a eu cette Voltaire, cette compréhension qu'il avait bien sûr sans doute empruntée aux philosophes grecs matérialistes, que l'univers n'avait aucun centre. Giordano Bruno, c'est l'un des tenants du modèle héliocentriste, à savoir le soleil est trop centre, la Terre tourne autour, qui avait été développé par comment il s'appelle? Lui aussi, je sais plus, celui qui est mort sur son lit de mort qu'il avait développé. Et Giordano Bruno a été cramé pour avoir défendu ce modèle-là, et c'est ce qui vaudra à Galilée qui reprendra cette thèse de devoir abjurer quelques décennies plus tard. Jamais, quoi qu'il arrive, ne laissez jamais le dogme commander à la pensée publique. Entretenez, favorisez la contradiction, le doute, la dispute, parce que c'est de là que tout part et par là que tout commence. Et d'abord, commencez par avoir un soin jaloux de la culture. Avant Kepler, avant Galilée, c'était Copernic, évidemment. Copernic, Giordano Bruno, Galilée, Kepler. De distribuer en chaque culture. Etc. Avant de faire de la diffusion, il faut faire de la création, sinon il n'y a rien à diffuser. Et pour créer, il faut que les créateurs puissent vivre, qu'ils soient respectés et non pas traités comme des parias. Il nous faut des peintres à foison, des musiciens en quantité, des sculpteurs. Jean-Luc Mélenchon qui, après avoir plaidé pour la liberté de conscience, en citant notamment les persécutions religieuses sur les libres penseurs, en vient à défendre la culture et notamment la création. Qu'ayant lu Isaac Asimov, la série Fondation et Empire, j'ai eu ce roman. C'est des arts. Désolé, on a des petits pubs de stream, mais c'est totalement indépendant de notre volonté. Les imaginations. Et c'est des imaginations que viennent les découvertes.
de gens comme les scientifiques qui ne vous le diront peut-être jamais, mais qui parfois cherchent et trouvent tout autre chose que ce qu'ils cherchaient, et parfois trouvent sans avoir même cherché, parce que l'esprit humain reste une énigme dans son fonctionnement, et voici qu'il pond des idées comme les poules des œufs, sans qu'on sache jamais quand et de quelle taille. Protéger la liberté de créer. Voilà pourquoi Je baisse le son de je mon micro en mets espérant tant que ça sature un peu moins. d'importance à assurer les Je parle très fort conditions aussi. sociales d'existence des créateurs. Pourquoi nous aiderons les coopératives de créateurs? Pourquoi je propose que l'on paye les retraites des créateurs en utilisant les droits qui viendraient des œuvres qui tombent dans le domaine public? Jean-Luc Mélenchon veut pourrait financer donc la donner lieu création à en rémunération. finançant notamment la retraite des créateurs Cette idée, via une redistribution des droits ce n'est pas la mienne. sur les œuvres Elle m'a été qui suggérée tombent dans le domaine public, par les 70 ans après dessinateurs le de décès bande du créateur, je le dessinée rappelle. à Angoulême. Mais eux non plus ne l'avaient pas inventé. Celui qui l'a inventé, c'est Victor Hugo, qui lui-même proposait qu'il n'y ait aucun droit d'auteur. Il disait, l'héritier hérite du sang, c'est déjà pas mal. Quant à l'esprit et à l'œuvre, eh bien c'est l'esprit qui en hérite, et c'est l'esprit de tout le monde. Jean-Luc Mélenchon qui cite Victor Hugo en soutien à sa proposition Protéger les gens. de supprimer le droit d'auteur. Après avoir protégé les créateurs, protégez Trop vos baissé. scientifiques, protégez la J'ai trop baissé mon micro, je le réaugmente. Vous me disiez. Car nous en avons passionnément besoin, non seulement pour remédier aux grands fléaux que le productivisme a répandus sur cette planète, mais pour tout ce qu'il nous reste à faire dans l'espace et devant les dégâts que nous avons nous-mêmes causés. Nous avons besoin de recherches fondamentales pour savoir comment nous allons faire pour refroidir les centaines, les milliers de tonnes de déchets nucléaires dont personne ne sait plus quoi faire, alors qu'ils sont dangereux pour plusieurs millénaires. Nous avons besoin de recherches fondamentales pour approcher de plus près les secrets de la vie elle-même qui vont permettre demain de soigner ces maladies, non seulement celles que nous traînons avec nous. Jean-Luc Mélenchon qui en tout cas a commencé son meeting très fort en répondant à la polémique sur l'ALBA, mais qui est beaucoup plus lyrique là depuis tout à l'heure, qui fait pas vraiment des propositions politiques, fait des propositions philosophiques. Pour parer les épidémies qui se répandent de cancer. J'aimerais bien qu'ils soient un peu plus précis, parce que c'est sympa de financer la recherche, de dire qu'on a besoin de recherche fondamentale, mais déjà c'est un peu obvious, et ensuite comment qu'on finance. C'est ça l'enjeu. Rompez le lien que l'on a créé entre les laboratoires de recherche et les entreprises, comme si c'était le nec plus ultra de ce qui peut s'organiser quant à la vie de l'esprit. Demandez à ceux de vos collègues, si vous les connaissez ou les voyez passer en manifestation, de Sanofi. Demandez-leur comment... Sanofi est un grand laboratoire pharmaceutique, pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui ont des plans de recherche sur le court terme, quel que soit le court terme en question, plutôt qu'à la recherche sur les questions fondamentales qui touchent la vie humaine. Ton micro sature, putain je suis vraiment désolé. Hein. On fait ce qu'on peut, Libérer on peut pas grand chose. Combien de points de PIB pour les budgets de la recherche et de la culture? Bah, je suis d'accord avec toi Cyanide, c'est ce que j'aimerais bien savoir. Recherche qui est appliquée d'une manière uniforme et qui à la fin finit par récompenser la recherche des banques pour Un petit pop de stream. trouver les moyens de vous arnaquer plutôt que d'aller à la recherche. Et au moment où Jean-Luc Mélenchon s'en prend au crédit d'impôt recherche, qui a été mis en place par la majorité socialiste au pouvoir depuis 2012, crédit impôt recherche qui permet de faire financer la recherche par le privé. En gros, les investissements que les entreprises font dans la recherche et le développement sont exonérés d'impôts pour partie selon des critères, etc. J'entre pas dans le détail, mais c'est ça le crédit impôt recherche. À la liberté de conscience. C'est la liberté d'apprendre, apprendre, partager les savoirs, partager. Jeunes gens, si c'est moi le président... Crédit impôt recherche, c'est sous Sarkozy. Ah, c'est sous Sarkozy le crédit impôt recherche? Je croyais que c'était un parallèle du CICE. Pays que la matière grise. Et que c'est tant mieux. Car nous voici dans l'obligation de nous surpasser. Crédit impôt par la science, recherche. la technique et tout le reste.
Alors, Mise vous en place. irez à Non, l'école de 3 ans à 18 ans. Ouais, alors, les premiers dispositifs remontent à 2000 et effectivement, Et vous irez à l'école pour étudier. Cela signifie que ouais, bon, en gros ça existe depuis un bout de temps, mais ça a été réaménagé plusieurs fois. Autant Autant pour moi. Au moment en tout cas où Jean-Luc Mélenchon revient sur la question de l'éducation qui est fondamentale pour lui, il a déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs meetings, et il veut rendre l'école obligatoire, mais aussi gratuite évidemment, non plus seulement de 6 à 16 ans, mais de 3 à 18 ans. Ça veut dire l'école maternelle et le lycée jusqu'au bout rentreraient dans l'école obligatoire. Et ça tranche singulièrement avec les propositions qui sont faites notamment par François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Macron aussi je crois, de proposer la formation professionnelle dès l'âge de 14 ans ou 15 ans. D'autonomie que je me propose de faire servir à tous les jeunes gens. Parce que oui, ces enseignements seront privilégiés pour une fois sous notre autorité. Parce que oui, c'est une voie d'excellence dont la patrie a besoin. Parce que oui, on ne fait rien sans cette capacité à disposer de milliers de femmes et d'hommes de haut niveau technique. Il va y avoir une surpopulation des lycées? Non, pas tant que ça, pas tant que ça, parce que... Voilà pourquoi cela sera fait. Et voilà parce que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas supprimer l'enseignement professionnel après le collège, hein. Évidemment. Les lycées pro, les lycées techniques existeront toujours. Que le samedi et le dimanche, vous alliez travailler. Je veux que vous étudiez et que vous soyez les meilleurs. Jean-Luc Mélenchon qui rebondit sur la question de l'éducation en citant sa volonté d'interdire le travail le dimanche. Il faut que l'école soit absolument gratuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre que certains de nos enfants... On aura quand les résultats du premier tour? Dimanche prochain à 20 h. Parce que leurs parents n'en ont pas sur Acropolis. Bien qu'ils soient humiliés par des abrutis qui les montrent du doigt. C'est pourquoi, quel qu'en soit le prix, ce grand pays est capable de donner la cantine gratuite à ses enfants pour qu'ils mangent correctement et pour amorcer le circuit de l'agriculture bio. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui revient et qui détaille cette fois-ci un petit peu la proposition qu'il a rapidement esquissée en début de meeting, à savoir rendre gratuite la cantine à l'école et notamment favoriser le bio dans les menus des cantines. 6 millions qui vivent, comme on dit, avec ces formules que les belles personnes utilisent pour ne pas nommer le malheur par son nom, en état d'insécurité alimentaire. Ah, c'est beaucoup trop de monde. Et de même, je ne suis pas d'accord pour cette réforme des rythmes scolaires qui non seulement épuise les enfants, mais aboutit à cette absurdité qu'à la fin, les activités périscolaires sont devenues désormais payantes. Eh bien, pensez-y. Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à l'une des réformes emblématiques du quinquennat Hollande en matière d'éducation, la réforme des rythmes scolaires, mise en place en 2013 et qui a fait passer la semaine de travail de 4 jours à 4 jours et demi pour les élèves. En un marché. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut revenir à la semaine de 4 jours? Je ne sais pas. Chacun choisit d'après son humeur. Il n'est pas très prolixe sur ce qu'il veut faire à la place de la réforme des rythmes scolaires. Il n'y a pas de gouvernance autonome. Il n'y aura pas d'horaire particulier comme cela est proposé pour 20%. Le savez-vous? 20% des cours qui sont donnés seraient modifiables selon l'humeur de la direction de l'établissement. Voilà, Jean-Luc Mélenchon là qui s'en prend également à une proposition qui est faite par Fillon et Emmanuel Macron de donner plus d'autonomie aux établissements. Tous les enfants recevront tous les mêmes moyens d'affronter le futur et de réfléchir. Et donc Jean-Luc Mélenchon, un côté très jacobin, qui ne veut pas entendre parler de décentralisation scolaire et qui veut maintenir un ministère fort central pour que tous les enfants de France et de Navarre reçoivent la même éducation. Au fond, le moment est venu de dire que c'est assez de grands mots sur la liberté. Si l'instant d'après, on ne dit pas ce qu'on entend par ce mot et comment on compte y pourvoir. Il est facile de nous montrer, nous tous, du doigt,
quand nous en sommes les principaux défenseurs, et quand à chaque fois que tout tourne mal, c'est nous qui prenons sur nos épaules le travail qui consiste à retricoter la France quand ils l'ont défaite. Eh bien, oui, à vous tous qui nous donnez des leçons, je vous demande... De France et de Navarre, c'est une expression. Oui, c'est une expression. Ça remonte à Henri IV, roi de France et de Navarre. Des 100 000 familles à qui on coupe l'eau parce qu'elles ne peuvent pas payer la facture. Quelle est la liberté des 600 000 familles à qui on coupe l'électricité ou le gaz? Quelle est la liberté de celui qui dort et meurt dans la rue? La Navarre, c'est en Espagne. Arrêtez avec cette expression. Oui, mais aujourd'hui, c'est en Espagne, la Navarre. De celle qui est en fauteuil roulant quand les bâtiments ne sont pas accessibles. Ah, merde. Et que nous disposons du moyen de rendre tout accessible. Voilà. Jean-Luc Mélenchon qui promet, comme à peu près tous les candidats à l'élection présidentielle depuis une bonne quinzaine d'années, de rendre tout accessible aux personnes à mobilité réduite. Et des enfants, lorsqu'apparaît la maladie de l'autisme, quand aucune installation publique ne permet d'accueillir les petits, et qu'on propose aux parents l'abomination de l'exil de leurs enfants. Quelle est la liberté de choisir son médecin quand on est dans un désert médical? Quelle est la liberté? Mais oui, mais comment tu veux lutter contre les déserts médicaux? C'est ça qui m'intéresse, moi. Je suis d'accord avec toi, tout le monde est contre les déserts médicaux, mais comment qu'on fait? Est-ce qu'on oblige les médecins à s'installer en zone déficitaire? Quelle est la liberté de ceux qui ont à connaître la loi El Khomri qui s'applique dorénavant à faire un code du travail par entreprise? Et Jean-Luc Mélenchon qui fait huer la loi El Khomri, ça n'extonnera personne. Une grande partie des gens. Dégagé, dégagé, qui est à nouveau repris au moment où Jean-Luc Mélenchon parle de la loi travail. Et je disais qu'une grande partie des insoumis, évidemment, étaient dans les cortèges de manifestations contre la loi El Khomri l'année dernière. Par dizaines, vous avez fait condamner et parfois emprisonner, alors qu'ils ne défendaient que le bien commun. Il casse le numerus clausus. Non mais me dis pas qu'il fait que ça. Quand on leur a demandé de certes moins payer, de travailler davantage, et au moment où ils l'ont fait, et après qu'ils l'aient fait, on ait fermé leur usine contre la loi et persécuté leurs responsables syndicalistes. Quelle est la liberté de la femme qui élève seule ses enfants en jonglant entre ses horaires de travail? Quelle est la liberté du chauffeur Uber qui n'a pas de droit à un arrêt de maladie? Quelle est la liberté du petit patron face à son donneur d'ordre? Quelle est la liberté de ce peuple qui a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de vos traités européens austéritaires et à qui vous l'avez imposé de force? Ça commence sincèrement à manquer de propositions là, c'est beaucoup de lyrisme, beaucoup d'appels à l'applaudissement et au soutien sur des grands thèmes. Jean-Luc Mélenchon qui reprend à son compte la notion de dégagisme, dégagé comme il dit. Dégagé, il s'adresse à toute l'élite économique, politique, les importants, médiatique, etc. Les puissants, les maîtres de la terre, vous avez des raisons de vous inquiéter. Écoutez-les. Je sais pas ce que vous pensez de la notion de dégagisme dans le chat. Ce sera avant toute chose de répondre à la question sociale. Je viens de le dire, mais je complète. Suppression du numerus clausus et en échange du financement des études par l'État, les médecins seront obligés pendant une période d'aller exercer dans les déserts médicaux. Liberté pour qui n'a eau ni électricité. Alors, il faut que les premiers mètres cubes d'eau et les premiers kilowattheures correspondant à une vie digne soient reconnus à chacun gratuitement. Gratos, l'eau et l'électricité. Voilà en tout cas, les premiers mètres cubes et les premiers kilowattheures. Et l'abandon, et notamment celui de ceux et de celles qui s'usent au travail. Il faut qu'il y ait un salaire décent pour assumer sa vie, qui ne soit pas seulement 100 €. Jean, c'est pas le but, là c'est un rassemblement, il fait pas de propositions, juste une démonstration de force. Bah, les autres candidats font plus de propositions parfois. Pas toujours, hein, mais parfois. Voilà pourquoi, ou ils détaillent un petit peu plus. Après une vie de travail, voilà pourquoi, après une carrière complète, il n'est pas normal qu'une retraite soit en dessous du SMIC, et voilà pourquoi elles doivent y être toutes. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir
de minimums sociaux. Pour moi, le dégagisme et l'antisystème, c'est du blabla électoraliste. Ah d'accord. De pauvreté, c'est-à-dire Je préfère la guillotine. Putain. Voilà pourquoi, quand nous parlons de liberté, nous assumons que nous sommes le mouvement du temps libre qui dit qu'il faut réduire le temps de travail entre tous ceux qui peuvent travailler pour que la masse des richesses puisse être produite par tous. Parce qu'au bout de cela, non seulement il y a du bien-être pour tous, mais il y a par-dessus tout du temps libre dont vous êtes les maîtres absolus, sans aucune subordination. Ah ah! Voilà une vision du monde qui n'est pas celle de tout le monde. Non, c'est sûr. Vous m'écoutez et vous vous dites, mais il nous dit des choses qu'on sait déjà. Et comment ça se fait que c'est pas ça qu'on applique? Ça doit être un malentendu. Non, non, non. C'est pas un malentendu. C'est que si vous n'avez rien de tout ça, c'est parce qu'il y en a d'autres qui en profitent à votre place. Parce que ces gens sans vergogne préfèrent se distribuer des dividendes que d'investir dans l'économie réelle. Parce qu'ils préfèrent se répartir plutôt que d'augmenter les payes, preuve qu'ils sont stupides. Car plus les payes sont nombreuses et permettent aux gens de vivre, plus ils font tourner le bastringue. Mais écoutez ça, il y a l'autre jour, une série de jeunes gens, je ne sais pas s'ils sont si jeunes que ça, en tout cas dans leur tête non, qui ont fait un texte commun. Ce sont des macronistes et des jupes. Jean, il détaille ça dans d'autres meetings, il ne peut pas approfondir sur tous les sujets en 2 heures de meeting, c'est à toi de faire la démarche de t'informer via les nombreuses plateformes mises en place par la France Insoumise, le Discord, etc. Oui mais non, c'est-à-dire qu'à un moment je fais le même reproche à Jean-Luc Mélenchon que je peux le faire à d'autres candidats. C'est-à-dire quand les autres candidats viennent sur la tribune et font des grandes phrases en disant je vous promets la liberté, l'eau, l'électricité gratos, la cantine gratos et tout gratos, voilà, je fais le même reproche en disant t'es gentil mais comment tu finances? Mes amis, il y a manière et manière de faire des meetings. Ils disent... Mais c'est pas grave, hein, il a le droit de faire des meetings comme un tribun, d'ailleurs ça marche assez bien, il n'y a qu'à voir la foule qui applaudit et dit dégagez, dégagez à plusieurs reprises, ça a l'air de plaire à ses soutiens. C'est, disent-ils, celui de la préservation de nos libertés. Admettons, je viens de faire une démonstration qui, à mon avis, devrait les laisser pantois. Eh bien, pas du tout, car eux ont une réponse. Écoutez bien ça et ne criez pas, je vous prie tout de suite. Jean-Luc Mélenchon qui repart dans l'ironie et qui va s'en prendre. Vous répondrez, hein, à des libéraux. Voulons-nous une société où l'on travaille moins, où l'on prend des congés et où l'on part à la retraite simplement parce que la loi l'exige? Alors, vous êtes consternant. Maintenant, je vous la relis d'un coup pour que vous entendiez bien la fin, que ça vous fasse jubiler et rigoler comme moi. Le problème est donc bel et bien philosophique et moral, c'est celui de la préservation de nos libertés. Voulons-nous une société où l'on travaille moins, où l'on prend des congés, où l'on part à la retraite simplement parce que la loi l'exige? Ce n'est pas un paradis, c'est une prison dans laquelle l'égal partage de la misère est préféré à l'inégal partage de la richesse. Je ne sais pas quel âge ils ont pour trouver une bêtise pareille. Jean-Luc Mélenchon qui se moque d'un texte qui lui reproche de proposer un partage égal de la misère. Vous n'avez pas le pouvoir une fois de plus, ballot que vous êtes, en vous disant « Oh, ils ont fait les écoles, ils savent ce qui est bien ». Non. Nous sommes donc le camp, le mouvement de ceux qui organisent les moyens de la liberté de son existence. Voilà une autre chose. Si vous réfléchissez, avant que j'aille vers le bout de mon propos, au fond, tout à l'heure je vous ai dit notre combat séculaire, au fond, c'est celui du refus des dominations sur soi. Cela commence par les dominations des faits qui s'opposent à nous, ou nous mettent à distance des moyens dont nous avons besoin pour survivre, l'alimentation, le sommeil, que sais-je encore. Et puis...
Est-ce que Hugo viendra faire le gaming présidentiel chez Acropolis? Oui, 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 ce sera tout à l'heure. Cela nous conduit À 19h. à une autre étape de l'émancipation, celle où, par la réflexion, l'amour, la discussion, on apprend à mettre à distance les préjugés qui vous commandent et qui vous séparent des autres. Les préjugés racistes, les préjugés dogmatiques, parfois même les préjugés politiques qui vous interdisent de voir la personne humaine dans le contradicteur qui est en face de vous au point de vous laisser croire que le pire des mensonges est possible dans une discussion politique, comme cela a été prouvé cette semaine. Au fond, ce qui a commencé par la lutte pour l'existence se couronne par la lutte pour la liberté de l'esprit. Et cette émancipation que nous cherchons à chaque étape, quelle qu'en soit la forme, elle a pour objectif de nous rendre possible d'être maîtres de nous-mêmes. Maîtres de nous-mêmes physiquement, moralement, intellectuellement. Maîtres de nous-mêmes. Et c'est cette liberté, à chaque instant à laquelle il faut se consacrer et y mettre les moyens qui sont nécessaires, la liberté de disposer de soi. Voilà pourquoi, en commençant par le commencement et en finissant par ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire cette liberté intime, voilà pourquoi nous sommes le mouvement qui veut mettre comme un droit fondamental dans la Constitution la liberté d'avorter quand on en décide, parce que le corps d'une femme n'appartient qu'à elle. Jean-Luc Mélenchon qui dit son soutien à l'inscription dans la Constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Il semble s'opposer indirectement aux déclarations récentes de François Fillon qui proposait de faire rentrer dans son gouvernement, s'il est élu, des militants de Sens commun, le mouvement issu de la Manif pour tous, opposé notamment à l'IVG. Mais elle n'interdit à personne de disposer librement et complètement de soi. De la même manière, j'ai toujours refusé de tourner autour du pot et je préfère dire les choses comme elles doivent être dites en les appelant par leur nom. Au moment où vient le sentiment intime qu'il est temps d'éteindre la lumière, quelles qu'en soient les raisons, on a le droit à avoir la main secourable qui vous y aide. Jean-Luc Mélenchon qui, de manière très lyrique, dit aussi son accord au droit à mourir dans la dignité, au droit au suicide assisté, droit à l'euthanasie active. À vous de voir un peu comment vous l'entendez. Aucune indifférence à l'égard de celle Il parle bien de suicide assisté, lui, en tout cas. Qui souffrirait au point de ne plus en voir le bout. Mais moi, je nomme les choses. Je vous parle d'un droit. Et parfois, il me cuit de voir que ceux qui m'y opposent des arguments que je respecte, car sur des sujets comme cela, il n'y a ni droite ni gauche, ni haut ni bas. Il n'y a que conscience humaine et liberté intime. Et peu importe quelles en sont les motivations. Il me cuit de voir que si certaines fois on viendrait à nous accuser d'indifférence, les mêmes le sont si cruellement quand on entend parler, ou plutôt quand on n'entend pas parler, de ce paysan qui se suicide tous les 2 jours, de ces infirmiers, de ces infirmières qui, dans un désespoir total, décident de mettre un terme à leur jour. C'est bizarre la construction de phrase qui consiste à soutenir le suicide assisté et ensuite à parler des paysans qui se suicident tous les 2 jours, ce qui est vrai, hein, et des infirmières aussi, enfin voilà. Dès lors qu'il s'agit, comme je l'ai dit en commençant mon propos, d'élargir le champ de la liberté. C'est pourquoi nous sommes les partisans de cette liberté à laquelle, au fond, Jean Jaurès disait que tout se résume. Il disait: tout tient à une question. La démocratie se résume en une idée centrale, ou encore une idée unique, la souveraineté politique du peuple. Jean-Luc Mélenchon qui cite Jean Jaurès, le père du socialisme français, l'un des pères du socialisme français, à Toulouse, en nous-mêmes, là où Jean Jaurès a été élu. Comme personne, ça marche toujours. Forte raison. Lorsque nous formons un collectif, lorsque nous sommes ensemble et que nous savons
que notre liberté a une limite comme toutes les libertés, à l'exception de la liberté de conscience, que dans ce moment grave et solennel où il faut tracer une limite à cette liberté, que nous nous souvenons que la grande révolution nous a appris que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, alors la politique est centrale dans notre existence en société. Alors l'action politique est un bien commun et non la propriété privée de quelques-uns. Alors la politique et la décision collective doit revenir au premier temps, au premier plan. Et la monarchie présidentielle doit être abolie. La monarchie présidentielle, c'est l'expression qui est utilisée pour dénoncer le régime de la Ve République et ses dérives présidentialistes. De disputer la liberté alors que c'est nous. Alors c'est vrai que Marine Le Pen n'a pas cité Jean Jaurès hier à Perpignan, mais elle aussi, elle a fait toute une longue diatribe sur la souveraineté du peuple. Elle a dit démocratie à plusieurs reprises. De redéfinir lui-même les règles politiques. Comment ces gens qui nous font la leçon, tous ceux qui me précèdent dans les sondages et le premier qui me suit, sont tous partisans du 49-3. Non. Compris, ai-je appris à regret, et je lui dis que si bien évidemment, dès qu'arrivera le deuxième tour, la main sera tendue à tous ceux qui veulent la saisir, cependant, ce sera sur la base du programme L'Avenir en commun, qui ne prévoit pas que le 49-3 s'applique au budget de la France. Jean-Luc Mélenchon qui s'oppose à ce que le 49.3 soit maintenant, il veut le supprimer, mais il veut même le supprimer pour l'adoption du budget. Ce qui est une proposition audacieuse là pour le coup. Sinon la liberté de quelques-uns, alors que nous sommes celles et ceux... 49.3 en matière budgétaire, c'est quand même bien pratique pour faire avancer les débats. Le pouvoir pour les citoyens de révoquer leurs élus de quelque niveau qu'ils soient, local ou même le président de la République, avec le référendum révocatoire. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui continue à appuyer sur ses propositions en faveur de la démocratie, via notamment le référendum révocatoire. De l'individu qui la chérit se transforme en un programme qui la protège, la nourrit et l'étend, se diffuse ensuite dans un système d'institutions. Il ne pourra jamais voter le budget de son programme sans 49.3. Ça dépend de quelle majorité il a à l'Assemblée. S'il a une majorité docile, si, il pourra faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce qui est proposé. Je ne m'en cache pas. Le programme ne le cache pas. Je suis un indépendantiste. Je propose que la souveraineté du peuple soit rétablie entièrement, complètement, dans tous les domaines. Là aussi c'est intéressant, on a une rhétorique relativement similaire entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais avec des solutions très différentes. Marine Le Pen qui hier, à Perpignan, a fait à peu près le même appel à une démocratie pleine et entière, à la souveraineté du peuple, etc. Marine Le Pen qui veut des référendums partout, qui veut supprimer, elle l'a dit hier, elle l'a dit qu'elle voulait supprimer la possibilité pour le Congrès de modifier la Constitution. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais que c'est la prairie. Ça fait 3 jours qu'on me le dit. 3 jours que je leur dis la plaine et on me dit la prairie. Jean-Luc Mélenchon, un peu d'autodérision, qui s'est planté en parlant de la plaine au lieu de la prairie. Une prairie, ça fait tout de suite on va brouter. Pourquoi pas? Je veux pas dire de conneries, mais je crois que la prairie, c'est l'endroit où il est à Toulouse, c'est le nom du lieu. C'est bien ça? Ça s'appelle la prairie des filtres, et lui il dit la plaine des filtres, et il s'est fait reprendre par la foule. Nous proposons à la France de nous rejoindre dans cette aspiration indépendantiste. Ce n'est pas vrai que ce soit je ne sais quel enfermement. Non. Nous autres, nous sommes plus que tous les autres internationalistes. Parce que nous reconnaissons à chaque peuple le droit à son autodétermination et à chaque personne le droit de vivre dans son pays. Et nous autres, nous ne voulons pas de guerre. Et nous savons pourvoir à la paix par des moyens de paix.
Raison pour laquelle, en toutes circonstances, nous voulons commencer par la négociation et non pas terminer par elle après qu'on ait massacré je ne sais combien de milliers de gens. Est-ce qu'il fait... Ah ben oui, il fait référence au conflit syrien évidemment. Jean-Luc Mélenchon qui préférait négocier une solution politique, comme on en entend souvent parler, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Entraîné à la faveur de chefs irresponsables et de béni oui-oui dans des guerres dont nous ne savons pas qui les commence ni comment on les terminerait. Nous avons vu comment, lorsque M. Trump a décidé tout seul et contre les formes constitutionnelles de son propre pays, de bombarder dans un autre pays, nous avons vu, écoutez-moi bien, instantanément, les dirigeants européens approuver une intervention qui n'a aucun fondement, ni légal, ni international. Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à la décision de Donald Trump de bombarder la Syrie en réaction au bombardement présumé de Bachar el-Assad au gaz à Dar el-Rout, c'est comme ça que s'appelle la ville. Aucun d'entre nous. Moi ça m'intéresserait de savoir si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, est-ce que la France aurait voté la proposition de résolution de la Russie et de la Syrie au Conseil de sécurité, telle qu'on l'a commentée il y a seulement 48 heures sur Acropolis. Vous avez vu? Parce que condamner l'attaque de Trump c'est une chose, soutenir les Russes dans leur condamnation de l'attaque de Trump c'en est une autre. Vous avez vu comment, après avoir instantanément approuvé, les mêmes, M. Hollande, Mme Merkel, M. Hollande rajoutant un mensonge, d'après lequel il aurait été prévenu avant. Vous imaginez que Trump va le prévenir, alors qu'ici même, plus personne ne le prévient de rien. Selon Jean-Luc Mélenchon, François Hollande n'a pas été prévenu par Trump avant le bombardement. Elle trouve ça bien et elle assume. Mais elle est aussi dangereuse que l'autre. Pas de ça avec nous. Nous sortirons de l'OTAN, un point, c'est tout. Jean-Luc Mélenchon qui veut une sortie de la France de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, une alliance militaire qui réunit autour des États-Unis, notamment du leadership américain, un certain nombre de pays du bloc ouest de la guerre froide. Qui vous élisez, qui a l'intention de continuer cette 5e République où un président peut décider tout seul d'une guerre sans que le Parlement soit consulté avant 4 mois. Réfléchissez, réfléchissez. Chacune des personnes que vous voyez, comme c'est le droit, à prétendre à vos suffrages, sera la personne qui aura à prendre des décisions. Le fera-t-elle à l'étourdi ou par suivisme, par ignorance de notre histoire, par fascination idéologique pour la puissance de l'Empire, ou bien avec le soin jaloux de notre indépendance et de la volonté de paix? Voilà ce que j'essaye d'incarner. Et quand je les vois approuver des guerres sans rien dire, et ensuite n'avoir rien à dire, quand dans une coalition dans laquelle la France a été entraînée, à mon avis, à mauvais escient, quand je vois qu'en Afghanistan on vient de larguer la plus grosse bombe de l'histoire, dont la puissance confine à celle d'Hiroshima, et que personne parmi les nations de la coalition n'a un mot à dire sur le sujet. Jean-Luc Mélenchon qui fait référence au largage par les États-Unis de la plus grosse bombe non nucléaire il y a quelques jours seulement sur l'Afghanistan. Pour $1 million, avec la somme que représente cette bombe, on aurait pu mettre à l'école et payer des instituteurs et le repas le matin et le soir à tous les enfants d'Afghanistan. Jean-Luc Mélenchon qui dit que sans envoyer la bombe, on aurait pu réorienter le crédit de cette bombe, enfin l'argent dépensé dans cette bombe pour payer des profs. C'est retiré de cette... Je trouve toujours ça un peu simpliste, cette manière de dire l'argent pourrait être utilisé ailleurs, c'est pas les mêmes... Enfin, je sais pas, c'est bon, peu importe. C'est pourquoi c'est minuscule que vous paraisse le problème. Et alors même que ni vous ni moi ne sommes responsables de rien dans cette situation, puisque tout ça a été fait sans qu'on nous ait demandé notre consentement d'aucune manière. Mais il faut assumer les actes que nous avons posés. Il est ignoble que les interprètes afghans de l'armée française qui ont été rapatriés avec nos troupes ne bénéficient pas d'un visa, ni même de la nationalité française. Ah, je savais pas ça.
Jean-Luc Mélenchon qui dit que les interprètes afghans qui sont venus en France avec les troupes françaises au moment où elles ont quitté l'Afghanistan Bon, les amis, n'ont pas ni visa ni nationalité vous êtes en France. venus Bizarre. et c'est les vacances. Alors que François Hollande a donné la nationalité française à des tirailleurs sénégalais hier. Non, mais Pâques. Là, c'est la Pâques chrétienne. Il y a peu, c'était la Pâques juive. Bonne Pâques à tous. C'est une très vieille fête. En réalité, on en trouve la trace dans l'Antiquité. C'était la fête de Déméter, la terre, parce que c'est le moment où, une lune après le printemps, commence une autre saison, en quelque sorte. La terre germine, on voit apparaître des pousses, et sur les branches où il n'y avait rien, tchouf, il y a des bourgeons. C'est comme ça. Et les œufs que peut-être vous avez été chercher ici ou là, on vous dit que ce sont des symboles solaires. Oui, 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 c'est un symbole solaire. Pas de problème. Les Perses, les Égyptiens et combien d'autres pratiquaient cette sorte de pratique charmante. Mais la vérité est comme toujours au ras du bonnet. C'est que, aux alentours de cette date, allez savoir pourquoi, les poules qui ne pondent que modérément pendant l'hiver se remettent à pondre. Ce qui est le signal que le cycle de la nature est reparti dans son impétueuse imprévoyance qui lui fait germer la vie sous toutes ses formes. Alors, nous savons à notre tour que peut-être cette prairie des filtres... Ah, Jean-Luc Mélenchon qui cette fois-ci ne s'est pas trompé. commence une germination qui est un renouveau pour le pays. Ah, c'est joli ça, Jean-Luc Mélenchon donc qui fait référence à Pâques comme la fête de la germination de début du printemps. Et qui dit que ici, à la prairie des filtres, il commence à faire germer quelque chose, mais cette fois-ci de politique. Les femmes et les hommes qui ont plus de mérite que moi dans la réunion que nous sommes en train de faire parce que c'est leur opiniâtreté au combat, leur défense contre leurs intérêts personnels, de l'intérêt collectif. C'est vous autres, les syndicalistes, les associatifs, les femmes, les hommes, qui vous êtes dévoués à maintenir allumé le feu de l'altruisme, qui avez préparé par vos travaux, votre constance, votre opiniâtreté, la possibilité d'un moment comme celui-ci où j'aurais été parmi vous, un porte-parole et l'artisan d'un rassemblement que beaucoup disaient impossible. Oui, nous sommes là. Et avec nous commence quelque chose de nouveau. Merci Jean-Luc, oh c'est beau. Vendredi prochain s'arrêtera la campagne électorale. Et peut-être que le dimanche qui suivra, tout juste dans une semaine, tout se jouera à quelques voix. Non. Non. Mélenchon qui n'aime pas du tout qu'on dise Mélenchon président. Ne criez pas mon nom, vous le savez pourquoi il ne faut pas le faire. Ah, c'est tout le paradoxe. Il est contre la monarchie présidentielle, mais il est candidat à la présidence de la République. Car vous serez dans la même situation que moi. Ne croyez pas que si moi j'aurais, parce qu'après tout je m'y suis porté volontaire, à assumer la conséquence de ce que serait le fait que vous qualifiez cette candidature pour le deuxième tour, vous n'auriez pas, vous, tout aussitôt, à prendre sur vous-même l'élan qu'il va falloir construire, non pas pour être content entre nous, mais pour entraîner tout notre peuple vers les horizons que ce programme a dessinés. Alors, il est possible, c'est ce qu'on nous dit, que tout se joue à quelques voix. S'il en manque une poignée, alors il faudra surmonter ce que nous aurons ressenti pour continuer à tracer ce chemin. Mais si cette poignée nous est quand même donnée, et si viennent à notre appel dimanche prochain tous ceux qui peuvent nous aider dans cet élan final, alors nous triompherons sous le soleil ardent. Jean-Luc Mélenchon qui se voit déjà au second tour de l'élection présidentielle. Un rêve qui était encore inespéré il y a quelques jours quand les sondages ne lui étaient pas aussi favorables qu'ils le sont aujourd'hui.
Jean-Luc Mélenchon qui, je le rappelle, fait une véritable percée. Il est aux alentours de 20% d'après les intentions de vote. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même un signe d'une dynamique certaine en faveur du candidat de la France Insoumise, qui se voit déjà au second tour de l'élection présidentielle et qui appelle ses partisans à jeter leur dernière force dans la bataille pour rassembler les voix nécessaires pour y arriver. Que soit l'aspiration à l'émancipation, sinon un chant d'amour pour l'humanité. Allez, aujourd'hui ce discours voulait faire l'hymne à la liberté. J'ai choisi pour vous quelques vers. Ah, Jean-Luc Mélenchon qui va citer des vers de poésie. Ce sera Prévert. Ah, Jacques Prévert. On écoute Jacques Prévert par Jean-Luc Mélenchon. Juste une strophe, parce qu'après je lis des pages et ça commence à bien faire. Oh là là. Non mais on m'a dit que le match commençait à 5 heures. Donc. Jean-Luc Mélenchon qui veut précipiter un peu les choses. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse et la noblesse. Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile. La liberté. Allez les gens, courage! Et voilà la Marseillaise qui résonne en cette fin de meeting à Toulouse où Jean-Luc Mélenchon a voulu faire une véritable hymne à la liberté, le candidat de la France Insoumise qui a rassemblé de très nombreux partisans à la prairie des hein, voilà, à Toulouse. Salut les Toulousains qui nous regardent, tout ça, je connais pas encore très bien le quartier, mais on arrive bientôt à Toulouse avec Acropolis. Tout ça pour dire que Jean-Luc Mélenchon entonne la Marseillaise après avoir fait ce très long discours. Il a beaucoup parlé de liberté, c'était un discours très lyrique, mais il a tenu à commencer ce discours en apportant peut-être un point final à la polémique qui a germé ces derniers jours autour de sa volonté de faire adhérer la France à l'ALBA, qui est l'Alliance bolivarienne, une alliance de coopération des pays notamment d'Amérique latine. Jean-Luc Mélenchon qui ensuite a fait tout son meeting de manière très lyrique, encore une fois, sur la question de la liberté. Il a embranché sur pas mal de ses propositions, rendre gratuit l'école, la rendre gratuite et obligatoire de 3 ans à 18 ans et non plus de 6 ans à 10 ans comme aujourd'hui, revenir sur la réforme des rythmes scolaires, lutter contre les déserts médicaux, de quoi il a parlé d'autre. Il a parlé aussi de l'OTAN, il veut sortir la France de l'OTAN, retrouver la souveraineté pleine et entière. Il a parlé rapidement de sa volonté de mettre fin au régime de monarchie présidentielle, comme il l'appelle, de la 5ème République. Voilà, c'est un long discours assez intéressant. On sent vraiment Jean-Luc Mélenchon en fin de campagne qui appelle vraiment à se mobiliser. Je vous mets dans le chat le sondage d'Acropolis pour voir si Jean-Luc Mélenchon vous a convaincu ou pas aujourd'hui à Toulouse. Hop là, c'était probablement, peut-être, non, c'est pas, j'allais dire, c'est peut-être un des derniers meetings de Jean-Luc Mélenchon qu'on va commenter ensemble, mais en fait pas du tout, parce que la semaine prochaine on commente ensemble le meeting holographique de Jean-Luc Mélenchon, et ce sera probablement la dernière fois qu'on commentera Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour qui aura lieu dimanche prochain. Voilà, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat et vous votez, et vous répondez à la question: Jean-Luc Mélenchon vous a-t-il convaincu à Toulouse? Vous répondez oui, vous répondez non, et vous nous dites ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous en avez pensé indépendamment de voter, vous nous dites aussi dans le chat ce que vous avez pensé de ce meeting. Meeting que l'on peut voir comme une forme de réponse au meeting de peut-être de François Fillon à Toulouse il y a quelques jours, mais aussi de Marine Le Pen à Perpignan hier, qui elle aussi a crié son amour pour la souveraineté, le souverainisme, la souveraineté, le référendum, etc. Voilà, vous êtes 81% à avoir été convaincu par Jean-Luc Mélenchon jusqu'à présent, contre 18% qui n'avaient pas été convaincus par Jean-Luc Mélenchon. C'était très sensationnel. D'accord, il n'y a pas l'international, bah non, en tout cas ils ont coupé le stream, donc on ne saura pas s'ils ont chanté l'international. Meeting avec du beau temps. Ouais, c'est vrai ça. Ça manque de musique de DBZ, je suis d'accord.
Moi, le contenu du précédent meeting, je pense qu'il servait surtout à motiver et mobiliser. C'était beaucoup de vent, d'accord. Et si on est déjà convaincu? Bah tu votes oui alors, c'est pas un problème. Dénoncez-vous les noms s'il vous plaît, faut qu'on calcule les places pour les goulags. C'est tellement ça. Overdose de lyrisme et de culte de la personnalité pour moi. D'accord. Plus violent que d'habitude, trop de punchline à mon goût, ça nuisait vraiment au fond. C'était génial, d'accord. S'il m'avait... Ah, s'il m'a convaincu avant Toulouse, je réponds quoi à Ostropol? Je réponds non Ostropol, t'es con. J'ai coupé le stream. Non, 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 mais le stream s'est arrêté aussi sur YouTube, hein, t'inquiète pas, je l'ai sous les yeux. Rien de nouveau, mais j'aime bien qu'il ait clarifié des choses sur les accusations qui lui sont faites, qu'on lui fait. Un meeting de synthèse en quelque sorte à part ça. D'accord, beaucoup. Moi, manque de concret ce meeting, mais il a quand même été très bon. Le seul à proposer une belle démonstration de lyrisme. D'accord. Il reste globalement bon, garde les mêmes bases et la même logique en rapport à son programme. Il a été plus lyrique que d'habitude. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais pour moi, ça reste à plein de contenu par rapport aux autres. D'accord, extrêmement lyrique, trop pour moi. J'ai voté non, je peux choisir la région au goulag où je serai hébergé. Il peut gagner ou pas, je veux dire vraiment. Bah je sais pas, demande... Qu'est-ce que vous en pensez vous? J'ai l'impression que c'était assez incantatoire comme finance... Contre la finance et le gouvernement sortant. Bof, d'accord. J'aime bien la philosophie. En tout cas, vous êtes plus prolixe dans le chat que sur le sondage. En tout cas, voilà, on a les résultats des gens qui ont regardé ce meeting sur Acropolis. Merci, vous avez été plus de 400, ça fait plaisir. 171 votes pour, enfin qui disent oui, on a été convaincus pour Jean-Luc Mélenchon, et 39 qui disent non, on n'a pas été convaincus. Merci à tous et à toutes d'avoir voté. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi ce live sur Acropolis. On se retrouve... alors ce soir, je vous invite à venir sur le live d'Hugo Décrypte sur sa chaîne. Il le fera en partenariat avec Acropolis depuis les studios d'Acropolis. C'est la fameuse émission Gaming Présidentielle. Donc venez ce soir sur le live d'Hugo. Et quant à nous, on se retrouve lundi. Et on commente quoi? Macron, voilà, Emmanuel Macron lundi, on aura fait Le Pen samedi, Mélenchon dimanche et Macron lundi. Voilà, quelques jours seulement du premier tour, ça va être assez intéressant d'entendre ce qu'aura à dire Emmanuel Macron. Merci à tous et à toutes donc d'avoir suivi ce live. Pensez à venir sur le Discord d'Acropolis, c'est le serveur sur lequel se retrouve la communauté d'Acropolis, pour parler de tout, de rien, mais aussi un peu de politique. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo sur YouTube, si vous la regardez sur YouTube, ou alors de ce live Twitch. Vous avez tous les liens dans les panneaux Twitch. Merci encore à tous. Jingle, fin d'émission, gros bisous, bon dimanche, bonne Pâques, ciao.